Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. On voudrait remercier notre partenaire Féroce. Saviez-vous que notre alimentation moderne est jusqu'à 4 fois moins nutritive que celle de nos ancêtres? Pourtant, le foie de bœuf est l'un des aliments les plus riches de la planète. Seulement 7 grammes suffisent à couvrir une grande partie de nos besoins en vitamines et minéraux. Le problème, nous avons perdu l'habitude d'en consommer. C'est là que Féroce intervient avec son haché révolutionnaire. Un mélange savoureux de 80% de viande de bœuf nourrie à l'herbe et 20% d'abat. Pas de compromis sur la qualité, chaque lot est testé en laboratoire pour garantir sa richesse en micronutriments et oméga 3, tout en restant exempt de polluants comme les métaux lourds ou pesticides. Ça régale. Dans le cadre de notre partenariat, la marque offre aux auditeurs 4 steaks 3 étoiles avec votre première commande de haché féroce. Pour en profiter, il suffit de l'ajouter à votre panier et d'utiliser le code 1000% sur la page de paiement. Lien et code en description. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Lien et code en description. Retour au podcast. Allez, bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de 1000%. Aujourd'hui, on va s'intéresser au vieillissement, mais surtout comment garder une santé optimale dans le temps aussi. C'est vrai qu'on peut voir ça sous deux aspects. Donc, on a la chance de recevoir Vincent Foulneau. On va te laisser te présenter d'entrée parce que c'est vrai il y a beaucoup de choses à raconter. Donc, on a beaucoup de choses aussi à parler. On va prendre le temps, raconte-nous, présente-toi pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Et après, on parlera de tout ça. D'accord, merci. Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Vincent Foulneau. À l'heure actuelle, je suis formateur dans différents centres de formation dans le supérieur, dans des centres de formation pour des nutritionnistes, pour des coachs. J'enseigne également les statistiques et la méthodologie scientifique dans des BTS et masters de gestion et protection de l'environnement. Et à côté, je suis coach. Alors, je me suis spécialisé en prophylaxie, c'est-à-dire en prévention et réhabilitation des blessures. Et à côté, je donne des podcasts sur le sujet du vieillissement parce que par le passé, j'ai été chercheur dans le domaine, parce que c'est aussi ça que j'enseigne en partie. Et je suis aussi écrivain de science-fiction et fantasy à côté. Mais ça, c'est plus à mes heures perdues. Et en ce moment, j'écris un bouquin sur la santé, et en particulier sur les mitochondries et le fructose, qui sont deux très gros morceaux, pas forcément très bien compris de manière fine, et qui sera destiné au monde de la santé, médicale, paramédicale, aux étudiants, aux nutritionnistes, etc., pour améliorer le niveau de connaissance de tout le monde. Et en plus de ça, je crois que tu es sportif de haut niveau, non? Tu l'as Ah oui, ouais. alors, ouais. Non, plus maintenant, parce que maintenant je suis à la retraite, mais pendant 7 ans, j'ai fait des compétitions d'aviron indoor en 500 mètres sprint, et j'ai été champion de France pendant 4 ans d'affilée, et aussi vice-champion d'Europe une fois. Et voilà, je me suis arrêté l'année dernière, et là, du coup, maintenant, je suis en vacances éternelles. Bah, c'est parfait. Ben, dans ce podcast, toujours accompagné de la team 1000% avec Vincent et Pierre. Ça va les gars, en forme pour ce sujet? Bah ouais, très en forme, très content d'être là. Et toi? Ravi de recevoir Vincent. Mais ce qu'il dit pas, c'est qu'il est à la retraite, mais il y a quand même 15 heures de sport semaine hebdomadaire, non? Ouais, à peu près. Bah après, entre la zone 2 et les étirements, mine de rien, ça monte assez facilement, les heures le volume d'entraînement. Mais avant, j'étais à 25, donc du coup, maintenant que j'en fais 10 de moins, j'ai l'impression que mes journées sont... Sont fluides. T'as du Ouais, temps libre en fait maintenant. C'est pour ça que exactement. tu écris. Donc aujourd'hui, on va découper un petit peu cet épisode en trois parties, les trois piliers peut-être. Tu nous diras si c'est la vérité ou pas. Avec l'activité physique, on va parler aussi du sommeil et de l'alimentation. Comment jouer un petit peu sur ces trois leviers. Il nous a semblé que l'un des plus importants c'était l'activité physique. Est-ce que c'est le cas? Je saurais pas vraiment répondre à cette question. Les trois sont très importants. C'est si tu dors mal, tu peux manger parfaitement et t'entraîner parfaitement, tu pourras jamais récupérer. Si tu dors parfaitement et que tu t'entraînes parfaitement, mais que tu manges mal, tu risques d'avoir aussi des gros problèmes. Donc, je mettrais les trois piliers au même niveau à peu près. Il y en a même c'est pas vraiment un quatrième pilier, mais c'est maintenant un nouveau truc moderne à éviter, c'est les perturbateurs endocriniens. Ça, c'est un truc en plus qui est à côté. Mais disons, oui, je pense que t'as raison, c'est ça les trois piliers fondamentaux: sommeil, activité physique et alimentation.
Donc, vas-y, Pierre. Mais il y avait aussi un quatrième pilier, tu parlais d'aisance financière et qui donnait l'accès à l'éducation, qui donnait l'accès forcément à une nourriture de meilleure qualité, peut-être à l'accès à du sport de façon plus facile, plus aisée, à être coaché. Hmm. Alors oui, dans un podcast, je parlais d'aisance financière et de contexte socioculturel Hmm. positif. C'était par rapport à un marqueur du vieillissement axé sur l'épigénétique et la rigidification de l'ADN au cours du temps, parce qu'il a tendance à se rigidifier avec l'âge. Après, c'est vrai que de toute façon, on peut considérer que le contexte socioculturel et les moyens financiers, ça aide pour finalement peut-être mieux dormir, mieux s'entraîner, pouvoir s'entraîner plus et mieux manger. Donc, en un sens, si ces trois piliers-là supportent la santé, le contexte socioculturel, c'est la terre sur laquelle est appuyé les piliers. Oui, Ben, on est des privilégiés de toute façon de passer 3 heures à discuter du vieillissement, c'est que déjà on est très très privilégiés. Oui, je suis d'accord. Pour commencer sur l'activité physique, est-ce peut-être, on va pas rentrer dans le détail, mais on sait que le rôle des mitochondries est fondamental. Je crois que ça rentre dans 9 des 12 marqueurs du vieillissement. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous développer ça de façon rapide, synthétique? Après, on va rentrer un peu plus dans le détail. Oui, alors, donc il y a 12 marqueurs fondamentaux du vieillissement à l'heure actuelle qui existent, qui sont définis par la science depuis 2023. Alors, c'est des marqueurs fondamentaux au niveau cellulaire. Parce qu'en science, comment dire, c'est difficile de trouver des points fondamentaux à des échelles plus hautes, comme au niveau tissulaire ou au niveau physiologique. Donc, ils ont pris une échelle assez fondamentale. Mais du coup, ça empêche de voir certains aspects physiologiques à des échelles plus hautes, comme par exemple la VO2 max, qui est un critère important, la santé mentale, qui est un critère important. Donc c'est très particulier, c'est vraiment un angle de vue qui est cellulaire. C'est vraiment de la biologie cellulaire. Sous cet angle-là, il y a 12 marqueurs. Et en fonction de comment on voit la chose, parfois je me dis qu'il y en a 8, parfois je me dis qu'il y en a 9, je suis pas certain de ça, mais il y en a au moins les 2 tiers qui sont significativement influencés par les mitochondries, qui sont des petits organites cellulaires qu'on trouve dans toutes les cellules du corps, à l'exception des globules rouges, pour une raison que j'ignore, point de vue évolutif. Et ces organites ont un rôle très très important, pas seulement dans la fabrication d'ATP, qui sont les pièces d'énergie de la cellule, mais également dans tout un tas de régulations métaboliques en lien avec les marqueurs fondamentaux du vieillissement. Et pourquoi est-ce que j'en parle souvent dans les podcasts? C'est parce que l'immense majorité des marqueurs du vieillissement ne sont pas vraiment modulables par notre mode de vie, comme par exemple la génétique, certaines activités protéiques, on peut rien faire contre ça. Il y en a 2 par contre qui sont modulables, les mitochondries, leur nombre, leur contenu, leur qualité, leur taille. Et l'autre qui est très efficace aussi, c'est le microbiote. Mais dans le cas du microbiote, j'en parle moins souvent parce que, objectivement, la recherche sur le sujet est extrêmement bordélique. Et c'est difficile de trouver une tendance parce que pour l'instant, c'est vraiment trop le foutoir. Donc du coup, j'en parle un peu moins. Je peux en parler un peu, mais ça reste assez... C'est beaucoup moins précis d'un point de vue mécanistique que ce qu'on observe sur les mitochondries. Voilà. Donc, sur les mitochondries, c'est comment on les développe, c'est surtout par l'entraînement. On a eu la chance d'avoir Sean, on a fait un super épisode avec. Donc, on a parlé notamment de la basse intensité, enfin la zone 2, faire aussi de la haute intensité, ou même voire Ouais. même de la très haute intensité. Donc Mm. lui, je crois, il me semble, je sais pas si les garçons vont me contredire si c'est faux. Je crois que la zone 2, ça multiplie les mitochondries. Et en fait, plutôt la très haute intensité, ça serait plus sur la qualité et ça. Je sais pas trop. Est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu tout ça? Moi, c'est ce que j'ai en tête, mais je sais pas si tu pourrais nous préciser un petit peu ces différences. Ouais, alors... Donc vos mitochondries, il y a plusieurs choses en elles. Elles ont leur ADN qui est propre, une forme de donuts d'ailleurs. Elles ont on va dire des cycles de Krebs, littéralement, donc des zones métaboliques dédiées pour la production de produits métaboliques de haute qualité, qui seront ensuite utilisés par
un truc qu'on appelle la chaîne respiratoire, qui est un complexe de 5 ateliers qui, en bout de chaîne, produit de l'ATP. Déjà, ça fait 3 choses. Et ensuite, il y a la structure même des mitochondries, leur volume, leur taille, la manière dont il y a des... comment est-ce qu'on appelle ça? Des aspérités à l'intérieur des mitochondries. Et tout ça, ça a un impact, de manière générale, sur la vie cellulaire et la qualité des mitochondries. La basse intensité, donc Z1, Z2, Z3, ont un impact majeur sur la quantité des mitochondries, sur leur taille, et également en termes de contenu sur l'efficacité du cycle de Krebs, la quantité, on va dire, de molécules dédiées au cycle de Krebs et l'efficacité dans la bêta-oxydation. Voilà. Et étrangement, par contre, les 5 ateliers, donc la chaîne respiratoire, est pas vraiment modulée, ni que ce soit par la basse intensité ou par la haute intensité, donc n'est pas vraiment modulée pour ça dans les mitochondries. Mais je précise ça parce que souvent on a l'impression que la chaîne respiratoire c'est quelque chose d'essentiel, et en fait il semblerait, de ce qu'on comprend à l'heure actuelle en sciences sur le sujet, que c'est pas la chose la plus importante lorsqu'une mitochondrie est exposée à du stress dans ses adaptations. Ce qui compte le plus, c'est sa manière de gérer les ressources, donc la bêta-oxydation, la glycolyse, enfin pas la glycolyse mais l'utilisation de substrats glycolytiques, et aussi sont les molécules dédiées au cycle de Krebs. C'est apparemment ça le plus important. Et ensuite, elle va moduler sa taille par rapport à ça. Et aussi, enfin, en dernier point, la régénération de son ADN, puisque c'est super important pour sa propre réparation. Bon, donc du coup, la basse densité permet d'augmenter le contenu en termes de fonctionnement du cycle de Krebs, la bêta-oxydation, leur taille, leur nombre également, peut être un facteur 3, 4, voire 5. Et la haute intensité a 2 effets majeurs. Le premier, c'est qu'elle permet de créer une ségrégation asymétrique des dégâts dans le réseau mitochondrial. C'est-à-dire que vous avez plein de mitochondries qui sont parfois connectées, parfois disconnectées, j'en parlerai peut-être après ça. Mais elles sont capables du coup de réorienter tous les dégâts dans une seule mitochondrie par des processus qui ne sont pas vraiment compris à l'heure actuelle, afin que cette mitochondrie soit isolée pour ensuite être récupérée par un recycleur de la cellule, ce qu'on appelle un phagosome ou un autophagosome ou un autolysosome, enfin il y a plusieurs noms différents, peu importe, afin que ce soit recyclé, qu'elle soit détruite et recyclée. Donc du coup, la haute intensité permet de trier les mitochondries qui sont les moins efficientes, finalement, qui ont les plus de problèmes de réparation. Et ça permet également de faire autre chose, ça permet de donner de la plasticité métabolique aux mitochondries, c'est-à-dire une capacité à switcher facilement de la bêta-oxydation, l'oxydation du gras, à l'utilisation des substrats issus de la glycolyse, hein, du pyruvate et du lactate. Et c'est très important ça, parce que si vous avez par exemple un métabolisme qui est trop axé sur la bêta-oxydation, eh ben, si vous avez un virus qui attaque votre corps, lors d'un processus inflammatoire, ou vous vous blessez d'ailleurs, c'est pareil, vous avez un processus inflammatoire qui se lance, et ce processus inflammatoire, pour se lancer, pour des raisons diverses et variées, sur lesquelles je reviendrai peut-être plus tard, a besoin d'orienter le métabolisme cellulaire vers la glycolyse dans les tissus. Si les mitochondries ne sont pas trop capables de faire ça, alors la réponse inflammatoire va être retardée. Du coup, c'est pas bon non plus de faire que de la zone 2, par exemple. La haute intensité, du coup, permet de faire ça, permet de donner cette plasticité métabolique aux mitochondries. Je sais pas si je suis clair dans tout ce que j'ai raconté, ça va? Si. Mais finalement, la flexibilité métabolique, c'est au centre du sujet. Les mitochondries, elles ont plusieurs actions. Tu as dit la bêta-oxydation, donc la gestion des acides gras, la gestion du glucose, mais c'est aussi un impact sur le stress oxydatif de la cellule. Finalement, la mitochondrie serait un carrefour métabolique, en fait, cellulaire. Ouais, alors le stress oxydatif, donc ça c'est en lien avec la production de radicaux libres. Alors, j'essaie de donner des chiffres, de ce que je me rappelle bien. Il me semble que, à vérifier ça, mais il me semble que entre 10 et 15% de l'oxygène qui est récupéré par les mitochondries pour produire de l'ATP est derrière reconverti en radicaux libres. Donc ça fait une petite portion.
Du coup, évidemment, plus le mitochondrie va employer des substrats pour créer de l'ATP, plus elle va produire des radicaux libres. Et on pourrait se dire, puisque le gras, c'est ce qui produit le plus finalement de radicaux libres, on pourrait se dire que le gras n'est pas bon par rapport à ça. Et alors en fait, c'est plus compliqué que ça parce que il existe une espèce d'échelle qui va de... Alors, je me rappelle, qui va de 10 puissance moins 3 micromoles au niveau intracellulaire à 10 micromoles en termes de concentration de radicaux libres. Quand tu es entre 10.3 et 10-1, en fait c'est une échelle de 1 à 10 000 si tu préfères. Entre 10-3 et 10-1, finalement c'est une échelle de 0 à 100 en termes de quantité de radicaux libres. Ces radicaux libres contribuent à la santé cellulaire, contribuent au fonctionnement normal physiologique, et c'est bénéfique pour la santé, littéralement. L'hormèse. C'est de l'hormèse, ouais, exactement. Quand tu es au milieu, il y a débat si c'est utile ou pas, ou si c'est... Enfin, ça va, ça se gère. On ne parle pas vraiment encore de stress oxydatif. Par contre, quand tu dépasses, quand tu es vraiment entre donc 1 micromole et 10 micromoles, donc entre 1000 et 10 000 en termes de concentration sur l'échelle, là, tu as un stress oxydatif qui est considéré comme excédentaire, qui n'est plus gérable par la cellule. Et du coup, là, ça amène à des dégâts, puisque l'excès de radicaux libres va venir détruire ou moduler la structure biochimique des protéines qui se baladent. Et donc, ça va péter des trucs, ça va amener à des problèmes partout, dans toutes les directions, et ça va exporter des problèmes, puisque une cellule, finalement, ça n'est qu'une ville qui importe des matériaux et exporte des matériaux pour d'autres cellules en permanence. Okay. Ouais. C'est vrai que la gestion de ce stress oxydatif, c'est quand même c'est dur. On ne sait pas trop sur quel pied danser parce qu'on a l'impression qu'il est essentiel à la progression. Mais en même temps, il ne faut pas dépasser non plus avoir un excès de stress oxydatif. Est-ce que c'est des marqueurs qui sont visibles comme la fatigue, toujours pareil, des choses qui sont sensées? Le conseil que tu pourrais me donner, j'imagine que c'est ça, c'est écouter ses sensations. Ouais, en fait, c'est compliqué parce que je suis désolé de ne pas avoir de réponse par rapport Non, à ça, mais t'inquiète, pas de souci. en gros, un être humain normal, au repos, produit à peu près 10 puissance 20, 10 puissance 21 radicaux libres par jour. D'accord? Si on va à l'effort, on en produit à peu près 100 fois plus. Pourtant, tout le monde est d'accord a priori ici pour dire que l'activité physique, de par l'hormèse, permet de créer des adaptations qui sont bénéfiques à la fois tant sur le plan de la santé que sur la performance et de la longévité. Du coup, ça veut dire que le corps a des capacités de tamponnage des radicaux libres et d'utilisation de ces radicaux libres dans les processus métaboliques classiques, qui sont très très efficients et très très bien régulés. Le problème, c'est de manière locale des excès. C'est aussi le manque de gestion par les mitochondries. Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, parce qu'il y en a plein d'exemples par rapport à ça, mais les mitochondries sont à l'origine de la production de coenzyme Q10. La coenzyme Q10, qui est un truc important dans le fonctionnement mitochondrial pour produire de l'ATP, c'est aussi un antioxydant qui permet de tamponner les radicaux libres. C'est également via les mitochondries que est produit en partie la glutathion R ou L transférase, dont j'ai oublié le nom, qui est très très puissante pour, par exemple, tamponner les radicaux libres. Si je donnais des exemples quantifiés, une molécule de vitamine C, donc là pour le coup c'est par l'alimentation, mais une molécule de vitamine C, ça permet de tamponner 1000 molécules de radicaux libres. Une molécule de glutathion, c'est 10 fois plus puissant, c'est 10 000 par exemple. Une molécule de anaxanthine, je crois que c'est ça le terme, je me rappelle plus très bien, cette espèce de pigment qu'on trouve là dans les crustacés, qui est très populaire en complément, ça permet de tamponner 6000 radicaux libres d'un coup, par exemple aussi. Donc du coup, une bonne question qu'on peut se poser, c'est si on fait du sport, on s'expose à un stress en termes de production de radicaux libres. Si ce stress ne dépasse pas les capacités d'adaptation du corps, tout va bien. S'il les dépasse, alors ça vaut le coup d'avoir un apport exogène, donc par l'alimentation, d'antioxydants qui peuvent contribuer du coup à nous aider à revenir plus rapidement à l'équilibre. Le problème, c'est que personne en science ne connaît le seuil à partir duquel ça devient utile ou pas. On a des recommandations générales qui nous disent qu'il faut manger tant ou tant de vitamine C par jour, etc., etc. Mais
par rapport à une activité physique et spécifiquement par rapport à la question des radicaux libres, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Par exemple, là j'ai donné des informations contradictoires. La vitamine C, on sait que chez des gens qui font de l'hypertrophie, enfin on le sait, c'est quelque chose qui a été mesuré en science plusieurs fois, donc il semblerait que ce soit relativement vrai. Ça, pris à des doses de plus de 1 ou 2 grammes par jour, ça a tendance à bloquer les adaptations issues des entraînements de force. Probablement, de ce que je comprends de la chose, parce que mécanistiquement, les entraînements de force ne produisent pas tant de radicaux libres que ça. Ils produisent beaucoup de contraintes mécaniques, mais pas tant de radicaux libres que ça. Par contre, les gens qui font des efforts réguliers à haute intensité en cardio, les cyclistes, les marathoniens, etc., vu que leur production est colossale sur le plan du radical libre, il semblerait qu'ils dépassent assez rapidement leur capacité d'adaptation. Alors c'est pas si grave parce qu'ils ont quand même beaucoup derrière de mitochondries produites, donc il y a plein d'effets positifs, mais ils ont tendance quand même à dépasser facilement leur capacité d'adaptation. Et dans ce contexte-là, il y a des études qui montrent qu'un apport important en vitamine C, donc pareil aux alentours de 1 ou 2 grammes par jour, ça peut contribuer, pas forcément à ce qu'ils progressent plus vite, mais à faire diminuer leur niveau d'inflammation, donc à ce qu'ils récupèrent mieux. Ce qui est utile quand on enchaîne les compétitions, par exemple. Donc voilà, je te donne des idées comme ça. Excuse-moi Vincent, juste pour résumer, tu pourrais nous donner peut-être 3 tips pour les gens justement qui font peut-être des sports, plutôt on a compris d'endurance comme le marathon, triathlon. Donc il y a la Ouais. vitamine C. Qu'est-ce que tu nous conseillerais d'autre? D'avoir une consommation plus importante et de faire attention à quels éléments? Alors pour les sports d'endurance, s'il y a vraiment un truc qu'il faut absolument faire, c'est prendre des glucides. OK. Voilà. Je parle de ça volontairement parce qu'en ce moment, il y a de plus en plus, il y a une montée de la mode du cétogène qui, à mes yeux, est très mauvaise et qui est en train de se faire d'ailleurs détruire la figure par beaucoup d'études en ce moment pour différentes raisons plus ou moins justifiées. Je vous en parlerai après, peut-être de ça, mais il s'avère que vous avez certaines molécules qui ne sont pas des antioxydants en soi, comme les protéines, comme les glucides, mais qui peuvent, si le corps en a vraiment besoin, désespérément besoin, en fait, provoquer une cascade antiradicalaire dans les cellules. Donc, si vous faites un marathon, et si vous n'êtes pas entraîné, je vous déconseille de faire un marathon. Mais disons que si vous faites un semi-marathon, voilà, soyons raisonnables, Mmh. à la sortie de ce marathon, si vous prenez un jus de légumes, parce que vous dites c'est détox, ça va m'aider à récupérer, c'est une très grave erreur et vous allez mettre encore plus de temps à récupérer. Parce qu'à la sortie d'un marathon, le corps donc a besoin de se réhydrater, il a besoin d'acides aminés, de vitamines, de minéraux et de glucides pour reconstituer les fibres lésées et faire baisser le niveau d'inflammation. Enfin, c'est normal, ça va avec. Mais disons, simplement reconstituer les fibres qui ont été lésées et réparer. Et si on lui donne pas, il va être en souffrance et il va continuer d'envoyer des signaux, ce qui fait que du coup, on peut se retrouver avec des gens dans le domaine de l'endurance qui se prennent pas assez de glucides, qui se retrouvent avec des inflammations chroniques et ils savent pas pourquoi. Donc, dans ce contexte, avant de penser à la vitamine C qui est très utile, parce qu'il en faut tous les jours à des doses minimum, et la plupart des gens sont carencés par rapport à ça, avoir un apport suffisant en glucides pendant la session, donc de l'intra, ça, et après pour la récup, c'est primordial pour la restauration du corps, pour faire retourner le système immunitaire à l'équilibre et le rendre dormant, ce qui est important parce que si on a une inflammation chronique tout le temps, c'est délétère pour la santé et la longévité. Et voilà. Tu conseillerais combien en termes de grammes de glucides par jour pour un sportif? Difficile à dire, ça dépend du poids, Ouais, j'imagine aussi? ouais, et puis ça dépend du niveau aussi, hein, par exemple, si je prends un exemple extrême, je prends Pogačar, donc numéro 1 mondial du cyclisme, qui a une zone 2 à 340 watts, c'est-à-dire qu'il peut tenir 3, 4, 5 heures en zone 2 à 340 watts. Essayez à la maison. Alors, ouais, non, mais bon. Essayez pas. Vous n'y arriverez pas de toute façon. De toute façon, il ne boit pas que de l'eau, hein, mais Oui. le problème de fond n'est pas là, c'est que comment dire, quelqu'un comme lui, il faut qu'il soit pendant l'effort au moins à 120, 140 grammes de glucides à l'heure. Moi, je parlais plus, au quotidien dans ta construction de repas, pardon. Tu Ah, vois? en fait, si vous reprenez des structurations en pourcentage, donc un tiers de légumes, un tiers de glucides, un tiers de protéines, enfin, je sais plus très bien la composition des assiettes, Mmh.
vous suivez ces recommandations-là, tout va bien se passer pour vous. Simplement, il faut juste augmenter proportionnellement votre activité. Et juste pour finir la question, excuse-moi, en dehors des glucides, puisqu'on va chercher un petit peu le petit plus, tu nous as dit vitamine C, est-ce qu'il y a encore autre chose? La plupart des... Alors, dans le monde de l'endurance, les gens ont un souci avec les glucides, donc ils ont tendance à pas manger assez de glucides, parce qu'ils ont peur de ça. Il faut aussi apporter pas mal de protéines quand même. Alors, plus on est sur un sport à impact, plus c'est important. Donc typiquement, les coureurs ont plus besoin de protéines que par exemple les cyclistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire potentiellement des marathoniens, ils peuvent monter parfois à 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Mais c'est beaucoup. Et là, moi, je vous parle d'athlètes qui sont quand même déjà élites. Donc, en fait, c'est difficile d'avoir des recommandations parce que tout dépend encore une fois de votre niveau. Si vous courez 100 km par semaine, il va vous falloir beaucoup de protéines pour équilibrer. Si vous êtes un coureur, disons, amateur qui courait 20-25 km par semaine, ce qui est déjà bien pour votre santé, ben, vous n'avez pas besoin d'autant de protéines. Vous pourrez rester très bien entre 1,5 et 1,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps, ça suffira. Il n'y en a déjà pas beaucoup qui font ça, je pense. Alors, les protéines sont très mal vues pour différentes raisons, en partie parce qu'on considère que c'est par exemple acidifiant, ce qui n'a aucun sens. La problématique de l'équilibre acido-basique, c'est quelque chose qui gangrène par exemple la communauté des naturopathes et qui vient de très vieilles connaissances qui ont été complètement mises à jour sur le plan scientifique, mais qui n'ont pas, je sais pas, qui n'ont pas pris forme parce que c'est pas à la mode en ce moment. Mais oui, entre la mode de la détox et la mode de il faut basifier son corps, les gens ont tendance à se dévier d'une alimentation correcte. Et un point aussi important quand même à propos de l'alimentation, c'est si vous savez pas quoi faire, une manière simple de résoudre le problème, c'est d'aller voir quelqu'un de diplômé, donc un nutritionniste ou un diététicien, qui peut vous orienter, tout simplement. C'est bien de faire un bilan. Bien sûr. Excuse-moi Vincent, je t'avais coupé sur ta question. En fait, moi, je fais un DU de micronutrition avec professeur Castronovo. Vu que tu es fan de mitochondrie, lui, il est carrément addict à la mitochondrie. Ouais. Donc, en ce moment, je suis... ce que tu as dit que finalement, le sport avait peu d'impact sur la gestion de la chaîne des électrons, qui est le principal pourvoyeur de radicaux libres. Du coup, comment on peut gérer en fait cette production de radicaux libres? C'est en amenant un maximum de cofacteurs comme le fer, le cuivre et le coenzyme Q10 ou qu'est-ce que tu proposes? En fait, normalement, si tu manges normalement par rapport à tes besoins et que tu t'entraînes sans excéder tes capacités d'adaptation, ton corps gère tout seul les radicaux libres. En admettant que tu es jeune et en bonne santé, quand tu es vieux, tu as tendance à produire moins de coenzyme Q10. Après 50 ans, tu commences à produire de manière significativement moindre du glutathion. Et donc, à partir de ces âges-là, ça vaut le coup de se complémenter soit en coenzyme Q10, soit ou en glutathion. Et maintenant, il y a des études qui montrent que le glutathion seul, c'est pas suffisant, donc il vaut mieux prendre un truc comme ce qu'on appelle du NAC ou du GLIC-NAC. Donc, c'est-à-dire combiner un truc qui ressemble au glutathion avec de la glycine ou de manière générale des acides aminés pour maximiser l'efficacité. Donc, disons que quand on est jeune, ça n'a pas d'importance. Et puis, à partir de 40 ans, ça vaut le coup de se supplémenter en coenzyme Q10. Enfin, en général, on considère que c'est aux alentours de 200-400 mg par jour. Puis ça augmente avec les années. Je vais te préciser ça après. Et concernant la glutathion, ça vaut le coup de peut-être se complémenter à partir de 60 ans. Sauf si vraiment vous avez déjà des apports importants en vitamine C, ça c'est délicat. Pour la coenzyme Q10, pour te donner une idée, alors c'est variable d'un individu à l'autre, mais la tendance est la suivante, c'est que quand tu as 90 ans, donc là je prends vraiment la fin du fil, tu produis plus que 10% de ta coenzyme Q10 initiale. C'est pour ça peut-être, vu que la coenzyme Q10 c'est un truc essentiel pour faire fonctionner les mitochondries et que les mitochondries sont un truc essentiel notamment dans les cellules cardiaques, c'est pour ça que peut-être il y a des accidents cardiovasculaires importants à ces âges-là, qui arrivent de manière spontanée. Et du coup, le simple fait d'avoir suffisamment de coenzyme Q10, ça permet d'aider considérablement les mitochondries à mieux gérer
leur métabolisme, du coup à mieux gérer aussi le stress oxydatif de manière naturelle. Et maintenant, un chiffre important, un être humain normal produit à peu près 3 grammes de coenzyme Q10 par jour. Entre 2 et 3 grammes, ça dépend de son gabarit. Quelqu'un de 100 kg produit probablement plus aux alentours de 3 grammes. Quelqu'un de 75 kg produit plus aux alentours des 2 grammes. Du coup, ça veut dire qu'une personne qui est très âgée, qui a 90 ans, devrait en théorie, si on suit les statistiques sur le sujet, se supplémenter au minimum de 1 gramme, voire 2 grammes par jour. Ce qui est colossal, hein, parce qu'il faut se rendre compte aussi que d'un point de vue complément alimentaire, une gélule en général c'est 100 mg ou 200 mg. Donc ça veut dire qu'il faut prendre 10 gélules. C'est extrêmement chiant. Mais bon, c'est la réalité physiologique observée, c'est ça. Et Ok. tu travailles avec des athlètes, j'imagine que tu dois suivre au quotidien. Est-ce que tu leur fais Ouais. faire justement peut-être des bilans sanguins ou des bilans hormonaux enfin, tu leur conseilles, tu les orientes vers peut-être des professionnels. Est-ce que c'est un suivi auquel tu penses ou c'est pas forcément nécessaire? Alors, enfin, ouais, non, j'ai des athlètes aussi plus vieux, mais disons que la plupart des athlètes compétiteurs sont assez jeunes. Ensuite, mon avis sur les bilans sanguins et les bilans hormonaux est le suivant. Il est assez, alors il est un peu tranché, mais c'est Tranche. que c'est une espèce de mode en ce moment de vouloir faire des bilans pour voir si quelque chose va bien ou quelque chose va mal. Et il s'avère que c'est un truc auquel les chercheurs ont déjà réfléchi au cours des 10 dernières années, à savoir est-ce que c'est bien de faire des analyses de sang de manière préventive. Parce que normalement, la prise de sang, c'est quelque chose qui arrive en deuxième, voire troisième intention. C'est-à-dire que vous allez voir un professionnel de santé parce que quelque chose va mal. Le professionnel ou les professionnels de santé ne trouvent pas ce qui va mal, ou alors ils trouvent, mais ils ont besoin de confirmation. Et donc, c'est dans un troisième temps que la prise de sang vient. Voilà, c'est normalement ça. Et du coup, il y a des chercheurs qui se sont dit, peut-être qu'il faut faire ça dès le début, comme ça règle le problème. Et il y a des gens très intelligents qui ont fait des expériences là-dessus qui sont très bien fichues, et ils ont conclu la chose suivante, c'est que quand on fait des prises de sang en amont, alors que tout va bien, je précise bien, alors que tout va bien, on a tendance à, voir les problèmes là où ils ne sont pas. Et donc du coup, ça fait faire des faux diagnostics aux médecins ou des mauvaises prises de décision pour les thérapeutes, de manière générale. Et c'est un truc qui est assez clair dans les études sur le sujet. Et de ce que je comprends de leur logique, en fait, et du coup, j'ai adopté cette idéologie-là, c'est que pour moi, du coup, la prise de sang en amont, même dans le cas d'un athlète pour la performance, ça n'a pas de sens tant qu'il n'y a aucun problème, parce que le corps se régule déjà tout seul. Après, c'est discutable, hein, mais Oui, parce qu'il y a toujours des cas à part où c'est particulier. c'est vrai Mais qu'on peut ouais. chercher à optimiser. Vas-y, Pierre. Dans ce cas-là, dans l'optique d'optimiser, comment est-ce qu'on décide d'une supplémentation ou d'une absence de supplémentation? Parce que là maintenant, c'est une grande mode aussi de supplémenter en tout un tas de choses. Là, on parlait de coenzyme Q10, Mm, on a parlé de vitamine C, on peut trouver bien sûr dans l'alimentation. mm. Tu nous parleras sûrement des oméga 3 tout à l'heure, et ou de la créatine. Comment on s'en sort dans tout ça pour objectiver une supplémentation? Alors, la supplémentation, pareil, c'est un truc qui arrive en troisième intention. D'abord, on voit si tout va bien dans notre vie. Si on voit qu'on a de la fatigue chronique alors qu'on essaye de bien dormir, que on n'arrive pas forcément à manger correctement, etc., d'abord on va voir un nutritionniste ou un diététicien. On fait un rééquilibrage alimentaire. Le terme régime n'existe plus aujourd'hui. On parle de rééquilibrage alimentaire ou d'alimentation thérapeutique dans un cadre physiopathologique. Une fois que ce rééquilibrage alimentaire est fait, et qu'il y a encore des trucs qui déconnent, alors peut-être que la supplémentation devient utile. Mais si tu commences à supplémenter alors que c'est chips, euh, coca et glace tous les jours, ça va pas le faire. T'exagères. Et alors, ensuite, bon, bien sûr, il y a le cas des sportifs qui, de toute façon, sont dans une situation assez compliquée parce qu'ils s'entraînent beaucoup. Et de par l'alimentation naturelle, ils vont avoir beaucoup de mal à avoir leurs apports en protéines, par exemple, en vitamines, par exemple, parce que du coup, ils ont des consommations qui sont absolument énormes. Là, effectivement, la supplémentation devient intéressante, mais encore une fois, c'est quelque chose qui doit être idéalement, une décision qui doit idéalement être prise
conjointement avec un nutritionniste ou un diététicien, et un ou une. Parce que tout seul, c'est compliqué de faire ça. Alors forcément, il y a des trucs qui sont assez universels. Par exemple, la créatine dans les sports de force, c'est pour 90-95% des athlètes, c'est super pratique parce que ça les aide à récupérer. Ils ont tendance à augmenter leur niveau de force également. Ça a des effets bénéfiques sur la santé sur le long terme. Donc c'est vrai que ça fait partie des compléments universels qui sont très très utiles, sauf peut-être pour les sports d'endurance. Il y a aussi des non-répondeurs. Il y a des gens qui ont une excellente conversion des 3 acides aminés qui permettent de produire de la créatine en nous, de manière endogène. Et donc, du coup, le fait qu'ils se supplémentent même à 10 grammes par jour, ça change rien pour eux. Ça existe, des gens comme ça. Ça, c'est une modulation génétique, on n'y peut rien. Du coup, j'ai pas de réponse universelle par rapport à tout ça. C'est vraiment contexte dépendant. Il s'avère quand même que la plupart des gens, objectivement, sont en manque de sommeil. Déjà, ça, c'est un problème. Ne mangent pas correctement. En France, on est à 18% d'obésité. On est à 40% de personnes en surpoids. Et dans les 60% restants, je suis pas sûr que les gens mangent bien. Donc déjà, si les gens optimisaient juste leur alimentation, ça réglerait quand même pas mal de soucis, et leur sommeil également. Et ensuite, faut distinguer la situation de la santé pour les gens qui veulent juste être en bonne santé, et la situation de la compétition pour les compétiteurs, où là, pour le coup, il y a des modulations à faire. Donc, Bon. Donc toi, avant de faire un bilan sanguin, avant d'avoir une vision objective des cofacteurs, de la gestion des protéines, des glucides, des lipides, toi, tu veux d'abord prendre le mode de vie, les habitudes et tout retravailler en fait. ouais. Alors, typiquement, moi, les athlètes, je leur fais faire toute une batterie de tests physiques avant pour voir s'il y a des points faibles sur certains muscles posturaux, pour voir si c'est des leviers de progression, parce qu'on n'est jamais aussi fort que son maillon le plus faible. Surtout si on est sur des sports physiologiques, genre de la force pure, ou de la vitesse, ou du cardio pur. Là où il y a de la coordination, c'est un peu moins vrai. Et donc ça, c'est un premier point. Donc connaître leur niveau de force, leur VO2 max, leur premier seuil physiologique, leur routine du sommeil, leur routine du réveil. Idéalement, s'ils ont les moyens de connaître aussi leur proportion de sommeil profond et de sommeil paradoxal, parce que du coup, je saurais du coup derrière s'ils ont une bonne récupération ou pas, puisque ça c'est un autre sujet, ça qui est intéressant d'ailleurs du point de vue de la kinésithérapie, mais dans la pyramide de la récupération, la base de la base, c'est le sommeil. Ensuite vient la nutrition, l'hydratation, et ensuite il y a des étages supérieurs qui sont de moindre importance, mais qui peuvent être utiles, comme les automassages, les bains froids, la thermothérapie, tous ces trucs-là. Et Loin puis, il y a des trucs derrière. qui servent à rien. Hein? Loin derrière. Loin derrière, ouais, complètement. Donc, du coup, dans un suivi athlétique, la première base, c'est le sommeil. Donc, savoir si les gens ont une bonne routine d'endormissement, une bonne routine de réveil, savoir comment ils mangent le soir, comment ils mangent le matin, c'est déjà quelque chose de très, très important pour savoir si ils ont les moyens d'être de bons athlètes, pour dire les choses simplement. On reparlera du sommeil dans la prochaine partie. On va peut-être revenir un petit peu sur l'entraînement, notamment le lien qu'il y aurait entre VO2 max, développement de VO2 max et la longévité entre parenthèses. Est-ce que tu pourrais Mm. nous définir un petit peu? Est-ce que c'est surcoté, sous-coté ou est-ce que c'est une réalité? Alors, par rapport à la longévité, la VO2 max fait partie des marqueurs principaux de la longévité. Pourquoi? Parce que il y a une relation linéaire, il y a une équation linéaire qui relie le nombre de mitochondries que vous possédez à la VO2 max. Et vu que la mitochondrie module 8 ou 9, donc disons 2/3 des marqueurs du vieillissement qui existent, bah forcément ça fait sens. Et il y a même des études qui ont montré il y a 2 ans, qui ont des très grandes études de grande ampleur en Suède, je crois, qui ont été faites pour voir en fait le lien entre VO2 max, donc du coup le nombre de mitochondries, et la prévalence de cancer chez les gens. Et ce qu'on voit, c'est que dès qu'on commence à dépasser les 50 de VO2 max, ce qui n'est pas finalement très très haut quand on y pense, la prévalence de cancer diminue pour plein de cancers différents. Alors il y a des cancers pour lesquels ça bouge pas, par exemple le cancer de la prostate. Apparemment ça bouge pas, ça, c'est chiant, surtout Dommage. pour nous. Mais après, dans l'étude en question, ça ne dépassait pas 55 ou 58 de VO2 max. Donc, ça veut dire que peut-être qu'il y a des effets supplémentaires au-delà, donc au-delà de 60, 65. C'est juste qu'en général, on considère par exemple que 65 de VO2 max, c'est une VO2 max de niveau élite.
que très peu de gens ont. Mais en vérité, si on passe beaucoup de temps à s'entraîner, c'est quelque chose de relativement accessible. Par exemple, dans le monde de l'endurance, les gens qui font du vélo, du marathon, de l'endurance longue, 65 de VO2 max, c'est pas si dur à atteindre que ça. Par contre, au-delà de 70, là, ça commence à être compliqué. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a un truc important à comprendre, c'est que la VO2 max, elle est toujours relative au poids de corps. Parce que d'un point de vue sportif, ça sert à rien d'avoir une VO2 max absolue gigantesque si on est trop lourd pour porter son corps. Hein, voilà. Du coup, un rugbyman de 120 kg peut, en VO2 max absolu, avoir la même VO2 max absolue que Eliud Kipchoge, qui est champion du monde de marathon. Du coup, du point de vue de la santé, pas du point de vue de la performance, mais du point de vue de la santé, ce qui compte finalement, c'est le volume finalement d'oxygène global qui est capté, transporté et utilisé, définition de la VO2 max, dans le corps, et pas tant la VO2 max relative. Du coup, moi, ce que je regarde du point de vue de la santé, c'est la VO2 max absolue. Et donc, si vous voulez savoir si vous avez une bonne VO2 max, vous pouvez très bien prendre par exemple la VO2 max de Eliud Kipchoge. Enfin, que je fasse le calcul en 5 secondes, mais il a une VO2 max à 85 et il pèse 52 kg. Donc ça fait 85. 85, c'est 4000. costaud. Ouais. 85 fois 52, ça lui fait 4420 de VO2 max absolu. D'accord? Ok. Il est bon, lui, à la course à pied, ouais. Bah, Hein c'est le record. Un petit peu. Oui, Ouais. c'est le C'est seul c'est gars le qui est record. passé sous les 2 C'est heures. ouais, c'était un peu triché, mais ça passe. Bon, ça passe. Il l'a fait en tout cas. Il l'a fait, ouais. Ouais. Donc voilà, ça c'est sa VO2 max absolue. Ok. Maintenant, alors moi si je prends par exemple alors moi je fais en ce moment je fais 101 kg, 101, super, je suis une grosse gazelle, et moi j'ai une VO2 max à 62, 65, on va dire 62 aujourd'hui. Et ça me fait 6200. Ok. Ça veut dire que t'es en meilleure santé que Kipchoge? Du point de vue du traitement de l'oxygène, ouais. Ok. C'est juste que lui, en fait, il est plus économe aussi. Enfin, c'est vrai que c'est une question aussi que qu'on voulait te poser. C'est, on sait que la VO2 max, elle dépend énormément du sport qu'on pratique quand on le teste. Tu vois, par exemple, est-ce que Ouais. si Kipchoge, on lui teste sa VO2 max, je sais pas si c'est possible sur rameur, il aura Ouais. pas la même qu'en course à pied. Donc, comment tu c'est fais les chèvres. justement, voilà, comment tu fais justement pour déterminer la bonne VO2 max, sachant qu'au final, la VO2 max dépend du sport. En fait, la VO2 max ne fait de sens que dans une activité sur laquelle tu es la plus adaptée possible, sur laquelle tu peux t'exprimer au maximum de tes capacités sur le plan de l'oxygénation. Donc du coup, pour Eliud Kipchoge, ce sera le marathon, enfin la course à La pied. course à pied. Pour quelqu'un qui fait de l'aviron, ce sera l'aviron ou le rameur. Pour quelqu'un qui fait du vélo, ce sera sur vélo. C'est aussi simple que ça. Ok. C'est tout simple ça. Je prends un troisième exemple. Le champion du monde d'aviron en indoor sur 2000 mètres, on sait qu'il a une VO2 max à 88. Enfin, je le sais, je suis au courant de ça. Et le mec pèse 102 kilos aussi. Ok. Donc on est à 8900. Ouais, Il a donc, 2 fois le Kipchoge, là. Ouais. Ça, par contre, c'est hallucinant. Et par rapport au sport, il me semblait, ouais, c'est dans l'ordre qui développe le plus la VO2 max, t'avais quoi? T'avais le crossfit, la course à pied, le vélo, le ski de fond, Ah, dans l'ordre non. du maximum de, Alors, non, le de crossfit, VO2 max. le crossfit, CrossFit, pas c'est du le plus tout. bas, Hein. je parle. C'est enfin, Ah, vraiment, ah oui, si on oui. devait, tu vois, citer les gens, ça serait vraiment le CrossFit le plus bas, après la course, après le vélo et le ski de fond, et ça serait à peu près dans cet ordre-là. Je mettrais ski de fond en premier, vélo en deuxième, aviron en troisième et course en quatrième. Ok. Pourquoi? Parce qu'en course à pied, à cause des impacts, la problématique de l'économie de course est importante. Et donc, il y a des champions du monde de marathon qui ont que 80 de VO2 max. On observe beaucoup plus souvent des VO2 max à 90 dans le domaine du vélo ou de l'aviron. Et on observe encore plus souvent des VO2 max entre 90 et 100 dans le domaine du ski de fond. Donc plutôt faire des sports portés, entre parenthèses, pour développer sa VO2 max. Ouais, c'est ça. Et tu parlais aussi dans un podcast où je t'ai écouté de sport qui utilisait à la fois le haut du corps et le bas du corps, en faisant le lien avec le rameur et le ski de fond, et qui te faisait décupler en fait ta consommation d'oxygène Ouais. à l'instant T. Ouais, bah d'ailleurs, un exemple très pragmatique de ça, c'est l'éco-bike ou l'assaut bike.
C'est souvent quelque chose, quand on n'a pas l'habitude, on essaye, le cœur il monte dans la stratosphère très très vite, parce que le fait que normalement, en fait, dans des activités comme le vélo ou la course à pied, les bras ont un rôle équilibrateur, stabilisateur, mais du coup, et le dos, il s'engage très très peu. C'est surtout les jambes. Donc du coup, ça veut dire que le tamponnage du lactate, d'un point de vue métabolique, a tendance à passer en partie par le haut du corps avant de commencer à saturer. Mais quand tu fais une activité qui combine le haut et le bas en même temps, donc c'est beaucoup plus musculaire aussi, le mur lactique que tu prends, ou disons le tamponnage lactate, il monte très 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 vite. Et ça, alors, je crois, en tout cas, que d'un point de vue mécanistique, ça doit pousser vraiment le cœur à créer des très très grosses adaptations par rapport à ça. Mais ceci étant dit, le problème, c'est que ça crée aussi derrière des adaptations au niveau musculaire. C'est pour ça que les gars ou les nanas de l'aviron et du cyclisme, ou du ski de fond, ont des gabarits qui sont plus importants quand même que ce qu'on voit par exemple en course à pied ou en cyclisme. Et d'ailleurs, tu proposes, il me semble, un test pour tester si on a entre parenthèses une bonne VO2 max par rapport au nombre de par rapport à son poids et au nombre de calories dépensées. Est-ce que tu pourrais nous le rappeler pour les auditeurs s'ils veulent le tester, à la salle de sport? Ouais, alors oui, oui. Bonne chance. Important pour ce test, peu importe la modalité, c'est-à-dire ski erg, bike erg, rameur, éco-bike, échauffez-vous bien pendant 20 minutes avant de le faire, partez pas à froid parce que c'est la meilleure façon de faire un vomi. Le test, ça dure 5 minutes, notamment c'est sur éco-bike. Alors l'éco-bike c'est bien comme modalité, mais il faut être suffisamment lourd. C'est-à-dire que si vous pesez moins de 80 kg, je vous le déconseille parce que comme il n'y a qu'une seule résistance, elle est universelle, ça peut se transformer en un exercice finalement plus musculaire que cardio, et donc du coup ça n'a plus vraiment de sens l'évaluation. Mais l'idée c'est de faire en 5 minutes votre poids de corps en calories sur l'éco-bike. Si vous pesez 85 kg, vous faites 85 calories sur l'éco-bike en 5 minutes. Et ça, peu importe votre gabarit, peu importe votre sexe, ça correspond à une VO2 max à 50-51. Donc une VO2 max correcte. Maintenant, si vous voulez faire ça par exemple sur le vélo, le bike erg par exemple, c'est pas 100% du poids de corps qu'il faut faire, c'est 125%. Si c'est sur le ski, c'est 120% du poids de corps, et si c'est sur le rameur, c'est 130% du poids de corps. C'est ça les standards. Et à chaque fois, ça représente une VO2 max qui correspond à 50-51 à peu près, peu importe votre gabarit. On va C'est un tester test ça. sympa. Et forcément, si on est entraîné à un atelier et pas à un autre, ça joue énormément sur ce mode de calcul-là. Si je fais jamais de rameur mais que je fais que courir. Ouais. Alors, j'ai pas de standard sur la course à pied. C'est vrai que j'aurais pu le faire sur un 1600 mètres par exemple, ou sur un miles. Mais il me semble que pour le miles, il faut le faire. Ah non, ça dépend du poids, ouais. Non, j'ai pas de standard sur la course à pied. Mais oui, t'as raison. Si par exemple t'es excellent en course à pied et que tu le fais sur ski erg, ça n'a pas vraiment de sens. Ouais, bien sûr. Et sur la course à pied, tu parlais d'économie d'énergie. Ouais. C'est sûrement lié au rebond, au fait qu'on utilise une force élastique. Oui. Comment tu expliques, ça c'est une question que je me pose et que j'ai pas trop de réponse, c'est finalement pourquoi quand on court, on a un niveau cardio qui est plus élevé que quand on va faire du rameur ou du vélo, où on a plus un impact musculaire, tu vois? Comment tu décris ça? Je suis pas si sûr que ça. En fait, ça dépend de l'habitude que tu as de l'activité. Si tu es un très bon coureur et que je te mets sur un rameur, ton rythme cardiaque il va exploser très rapidement. Parce que c'est tellement musculaire que ton cœur n'est pas habitué à pomper. Par contre, si tu as l'habitude de faire des ergomètres, rameurs, moi c'est mon cas par exemple, en ce moment je suis en train de me remettre à la course à pied. J'ai pas l'habitude, donc du coup, dès que je cours un petit peu, je suis en zone 4. Mon cœur il explose. Après, la posture debout combinée aux impacts fait que du coup, il est possible que la pression par la gravité en fait augmente un peu la difficulté cardiaque. C'est possible. Mais dans la pratique, en fait, pour moi, c'est surtout une question d'habitude. Si vous avez l'habitude de courir et que vous savez vous entraîner, normalement, au bout d'un moment, votre rythme cardiaque va s'équilibrer gentiment vers un équilibre, comme pour toutes les autres modalités d'entraînement cardiovasculaire. Et évidemment, si vous changez de modalité, alors si vous êtes coureur et que vous passez au vélo,
votre rythme cardiaque ne devrait pas trop bouger. Et par contre, parce que le vélo est assez simple, entre guillemets, par rapport à ça. Mais par contre, si vous passez de la course à pied, par exemple, au rameur ou au ski erg, votre rythme cardiaque, il va péter les plafonds parce que vous utilisez le haut du corps et que le cœur n'a pas du tout l'habitude de ça. Du coup, tu trouves intéressant, là je parle plus au coach, hein, mais est-ce que tu trouves ça intéressant le sport croisé, mais plus dans un développement Ouais. de VO2 max? Du coup, pas vraiment dans, tu vois, plus pour se dire, ben, je fais ma séance d'intensité peut-être je suis un coureur, je vais faire mes séances d'intensité sur rameur par exemple, parce que j'ai pas l'habitude, du coup, moi, ma fréquence cardiaque va exploser, comme tu dis, et je vais créer des adaptations. Ou est-ce que ça va pas être transférable après la course à pied? C'est quoi ton avis sur la question? Je sais pas si c'est une question de transfert ou de prophylaxie pour le coup. Par exemple, je considère que la course à pied, et en particulier le sprint, est une super prophylaxie pour les chaînes postérieures, pour les parois abdominales, pour le plancher pelvien, pour le travail de pied. Sur le plan prophylactique, si on fait les choses bien, hein, Oui, bien sûr. évidemment, si on fait 10 fois 100 mètres à balle à fond, à froid, c'est n'importe quoi. Euh, limite, il faut un panier à la fin qui l'emmène directement chez le kiné, tu vois. Mais d'un point de vue prophylactique, la course à pied a beaucoup de vertus à mes yeux. Et après, pour le développement cardiaque, moi, de ce que je comprends, mais ça c'est plus à mon point de vue personnel, un point de vue empirique, pour tout ce qui est développement foncier, le sport roi c'est le vélo. Donc Z2, Z3, Z1, tout ça sur vélo. Et dès que vous voulez entrer sur du spécifique dans votre activité, rameur, course à pied, donc à partir de la Z3 inclus, ben là pour le coup il faut faire de la Z3. Mais faire de la Z2 par exemple en course à pied, à moins d'être compétiteur à très haut niveau dans les sports d'endurance spécifiques, je sais pas si c'est très très utile. D'un point de vue santé globale, je trouve ça plus intéressant de faire du vélo. C'est moins dangereux pour les articulations parce que oui, ça faudrait qu'on en parle de ça aussi. Mais le cartilage, tout va bien jusqu'au jour où tout va plus rien. Tout va pas bien. C'est au sens où on a un volume de cartilage qui s'épuise progressivement à chaque entraînement où il y a des impacts ou des micro-lésions qui est très très faible. Et donc on peut cumuler des dizaines, voire des centaines d'heures. Et puis au bout d'un moment, il y a un seuil où tout d'un coup, les contraintes mécaniques sont trop importantes et on sent une gêne et ça devient handicapant. Et c'est plus vrai dans les sports à impact comme la course à pied que dans les sports comme le vélo où c'est facile d'avoir un bon axe. Il y a plein de gens qui se mettent à la course à pied, au jogging, euh, parce que c'est facile, il n'y a pas besoin de matériel. Mais, enfin, c'est pas une erreur, mais il faut faire attention quand même à la manière dont on court. Aucun sport n'est gratuit. Et on voit plein de gens qui courent n'importe comment, les pieds rentrés, des génuvalgus ou des varus ou des trucs, des coordinations dantesques, qui au bout de 20 km, 30 km va se transformer en tendinopathie. Après, il y a aussi la gestion du volume aussi qui est mauvaise, hein. Surtout quand on commence, on se dit qu'on peut faire 5-6 kilomètres. Mais en fait, la première fois, vous allez y arriver. Mais si vous continuez à faire ça et que votre corps n'est pas habitué, vous allez droit au carton. On a d'ailleurs fait un super épisode avec Blaise Dubois qu'on a Eh reçu de oui. la clinique du coureur, qu'on vous conseille d'aller regarder justement si vous voulez débuter la course à pied. Tu avais envie de répondre, le Pierrot? Non, je t'ai vu un peu faire des jeux de sourcils, donc je sais pas, je... Ouais, ouais, ouais. Ben, forcément, quand, sur la course à pied, parler d'usure cartilagineuse, même si c'est des impacts et que ça peut être un peu contre-intuitif, et qu'on a eu quand même il y a eu beaucoup de discours ces dernières années sur le fait que ça puisse être délétère, au moins partiellement, sur le cartilage au niveau des articulations portantes, sur les genoux, etc. On sait maintenant que c'est faux, que ça n'a pas lieu. Sauf si on dépasse forcément les capacités d'adaptation. Ouais. On sait maintenant qu'un sédentaire a autant de risques d'avoir une prothèse de hanche que quelqu'un qui fait de l'ultra-trail. Ça montre bien que les excès, dans les deux cas, posent problème. Mais pour un coureur régulier, 3-4 fois par semaine, il y a justement plutôt une préservation des cartilages et une stimulation de la production de cartilage au niveau osseux par effet thixotrophique, hein, d'impaction, et c'est ce qui permet de nourrir le cartilage. Euh, de toute façon, il est là pour ça. S'il n'est pas stimulé, il dégénère et forcément, il se délite, hein. De toute façon, tout ce qui n'est pas utilisé par le corps est perdu.
Mais le fait de justement de le solliciter en course à pied, en compression, en impact, c'est positif. C'est l'hormèse. Alors oui, je suis d'accord avec ça, mais en fait, je parlais vraiment de la situation où la posture est pas bonne, quoi. Où il y a des compensations, parce que en fait, c'est comme pour l'haltérophilie. On voit les vieux haltérophiles, ils ont des cartilages incroyables en super santé, mais force est de constater par contre que en haltérophilie, pour le sport que je connais, hein, parce que c'est ça que je suis dans un club haltéro, euh, force est de constater que les débutants qui sont censés justement progresser et créer du coup des adaptations importantes, s'ils squattent mal avec les genoux rentrés, ils créent des forces de compression qui sont telles que ça dépasse les capacités d'adaptation, et derrière ils se retrouvent avec des usures prématurées. Il y a des, il y a on observe ça d'un point de vue clinique. Donc c'est par rapport à ça. Si vous courez bien, il y a aucun souci. Mais là, mon point, c'était surtout de si vous courez ou si vous mettez un sport qui va mettre en contrainte le cartilage, c'est positif, mais seulement si votre technique est bonne. Parce que si votre technique est mauvaise, vous allez retrouver à un moment donné avec des pathos. Oui, il y a aussi l'apprentissage de la gestion de la charge, en fait, hein. Tu vois, Ouais. pour revenir à Blaise Dubois, dans sa formation clinique du coureur, il montre un moment une foulée d'un mec qui s'écrase complètement, le pied plat, comme on pourrait avec un valgus et tout. Finalement, c'est le record du monde du marathon. C'est quelqu'un qui s'est adapté à son anatomie et qui finalement a un rebond, tu vois, transversal. Mais Ouais, c'est l'élite de l'élite. Donc, est-ce Non, qu'on mais peut bien se sûr, c'est comparer l'élite à de l'élite, ça? mais on est quand même tous avec une anatomie. Là, tous les quatre, on a une anatomie différente. C'est plutôt la gestion de la charge et le contrôle moteur, tu vois, savoir gérer son corps mais qui est prédominant. c'est intéressant ça, parce que en fait, là, je crois qu'il faut faire une distinction entre la santé et la longévité et la performance. Parce que à haut niveau, on voit des gens qui font parfois des trucs qui sont irréels sur le plan postural, et on sait que la répétition de ça va amener à de l'arthrose ou des trucs comme ça sur le long terme. Et par contre, tu vois, par exemple, Eliud Kipchoge, je serais très curieux de connaître son état de santé articulaire au niveau des genoux, vu la quantité, le volume qu'il a fait. Parce que même s'il a une super technique, même s'il a une super économie de course, même si vraiment sur le plan athlétique et postural, il est quasi parfait, je serais curieux de savoir en fait, vu qu'il a finalement une faible amplitude au niveau du cartilage en permanence au niveau de ses articulations, s'il n'y a pas des dégâts qui ont été provoqués sur le long terme. Parce que en fait, il fait un volume qui est tel que probablement, si je devais parier une pièce en chocolat, il y a quand même une dégradation. Si je prends l'exemple que je connais mieux, qui est l'haltérophilie, les haltérophiles de très haut niveau ont Alors, c'est rigolo parce qu'ils ont soit des portions de leur corps où leur cartilage est en parfait état, parce qu'ils sont jamais blessés, soit ils ont médicament des situations arthrosiques catastrophiques. C'est le maillon faible. Le maillon faible, ouais, c'est ça. Oui, mais Et alors, ouais, non, je disais, dans l'étude que Pierre parlait, justement, il comparait des sédentaires avec des champions olympiques. C'était des gens qualifiés pour les JO. C'était pas non plus des coureurs, je pense, comme tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, tu vois. Non, pas Donc, du tout. c'est C'était important élite, hein. voilà, c'était qualifié aux ouais. JO, je On crois, n'a c'est pas ça. que des qualifiés aux Jeux Olympiques Ouais, pas en beaucoup. auditeur. Non, il n'y en a pas beaucoup qui traînent. Et excuse-moi, je t'ai coupé, Vincent, désolé. Non, non, oui. Alors, du coup, pour un autre point rigolo c'est un cas clinique, ça, c'est un cas d'étude, mais quand il s'appelle Rich Froning, mais c'est le cas aussi d'ailleurs pour Matt Fraser dans une moindre mesure. Rich Froning, il a plus de cartilage dans aucun des deux genoux. C'est un truc qu'il a dit en podcast il y a 2 ans, un truc comme ça, ou 3 ans. Et du coup, là, j'en reviens au CrossFit. Le CrossFit, la répétition d'impact à haute intensité combinée à de la charge sur des volumes colossales en compétition, clairement, le corps peut pas encaisser ça sur le plan articulaire. Bon, Même carton. s'il crée des adaptations, ouais. Mais surtout, la grosse problématique, c'est que tu fais une séance de CrossFit et ils s'entraînent, ils font lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ils se font des entraînements tous les jours. Il y a, et avec des séances qui sont pas forcément. À chaque fois, c'est du full body. Il y a jamais Ouais. de séance de récup pour le bas du corps. Un jour, il va y avoir de la soul bike en fractionné. L'autre fois, ce sera de la wall ball. Ensuite, il y aura du snatch. Il y aura de l'haltérophilie. Euh, euh, le rythme d'entraînement ne permet pas au système articulaire de récupérer. En tout cas, peut-être pas pour tous les individus.
Et c'était Jean-Philippe Deneville qui parlait de ça sur la capacité d'adaptation qui atteignait un pic chez celui qui se mettait au CrossFit, et qu'il y avait un pic de blessure à 6 mois parce qu'il y avait une telle montée de charge sur l'haltéro. Le système musculaire et tendineux s'adapte à peu près, et en fait le système discal et articulaire n'arrivait pas à s'adapter et à suivre la cadence. Et gain de confiance, et à 6 mois, début de la première compète, préparation, et Oui, bim. ça met plus longtemps pour s'adapter, mais en fait, ces gens-là, il faut qu'ils se considèrent quasi comme des sportifs de haut niveau, en fait. S'ils veulent Ouais. performer, il faut qu'il y ait un ensemble de choses qui soient mises en place. C'est pas que de la pratique à haute fréquence, mais c'est un mode de vie câblé. Oui, mais c'est compliqué de gérer, je pense, les cycles de récupération chez les individus. C'est un peu frustrant de leur dire qu'il faudra plus de temps d'entraînement. Mm. Ouais, mais si après dans De- 6 mois tu es blessé et que tu peux plus rien faire, au final, oui. vaut mieux faire attention. Juste pour revenir, moi j'avais une petite question, Vincent, excuse-moi, par rapport à VO2 max. C'est vrai que tu Mm. nous as parlé des mitochondries, leur rôle, c'est vrai qu'en t'écoutant, je me suis rendu compte aussi de leur rôle un petit peu plus généraux, on va dire, avec l'apoptose cellulaire. J'ai vu aussi Mm. tu parles aussi d'études où ils ont inversé le noyau d'une cellule cancéreuse et ils ont injecté aussi des mitochondries d'une cellule cancéreuse. Donc, c'est aussi Ouais. deux paramètres dont on ne parle pas souvent. C'est pour reparler encore justement du rôle de la mitochondrie dans la santé en règle générale et de l'importance de développer sa VO2 max. Ouais, alors l'étude dont j'avais parlé, en fait, c'était une étude où ils ont pris c'était in vitro, hein, donc c'est des cellules isolées, cellules cancéreuses d'un côté, cellules saines. Ils prennent le noyau, donc qui contient l'ADN de la cellule cancéreuse, et ils la mettent dans la cellule saine, et il n'y a rien qui se passe, la cellule fonctionne normalement, tout va bien. Par contre, ils mettent la mitochondrie de la cellule cancéreuse, ou les mitochondries des cellules cancéreuses, dans la cellule qui est saine, et là, pour le coup, la cellule saine devient cancéreuse. Et c'était une très puissante expérience qui a été faite, qui démontre que le cancer n'est pas seulement oncogénique, c'est-à-dire basé sur des mutations, mais qu'il a peut-être aussi un aspect métabolique fort. Et alors, quand j'avais dit ça, du coup, c'est ce que je pensais. Et j'ai continué à étudier la question pendant les mois qui ont suivi. Et de ce que je comprends maintenant, je suis un peu plus mesuré. Je dirais qu'en fait, de ce que je comprends du cancer, c'est que c'est à la fois un contexte métabolique favorable, donc un métabolisme vachement axé sur Glycolyse. la glycolyse, merci, de l'hypoxie, donc un manque d'oxygène, pas assez d'oxygène qui arrive dans le tissu, combiné à des dégâts au niveau de l'ADN. Et les deux combinés, la cellule elle part dans le cancer et c'est compliqué de l'arrêter après. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi elle choisit la glycolyse au lieu du métabolisme oxydatif? Euh... bah, elle choisit ce qu'elle a. Il y a plusieurs façons d'expliquer ça. Tiens, j'en prendre une qui est rigolote, c'est par exemple, tu manges trop sucré. Ok. En mangeant trop sucré, tu manges en particulier trop de fructose. D'accord. Donc beaucoup de gâteaux, de trucs industriels qui contiennent des sirops de glucose fructose. Au-delà de 50 grammes, ça c'est la marge définie par l'ANSES, l'Agence nationale française pour la sécurité alimentaire. Au-delà de 50 grammes de fructose, on voit les cas physiopathologiques arriver. Donc au-delà de 50 grammes de fructose, ce qui se passe, c'est que le fructose, quand il arrive dans les cellules, au lieu d'être dérivé vers la glycolyse classique, il est dérivé en AMP pour ensuite être dégradé en acide urique. C'est l'acide urique bloque les pores de la mitochondrie, bloque la bêta-oxydation, et donc oriente obligatoirement la mitochondrie vers la glycolyse. Donc c'est beaucoup moins efficient. Elle envoie des signaux de stress parce qu'elle comprend pas pourquoi elle peut pas avoir accès au au gras, qui est présent pour le brûler. Et la conséquence de ça, c'est qu'on crée du gras. Et ça peut avoir d'autres conséquences sur le plan neuro d'ailleurs, qui sont très négatives, comme par exemple Alzheimer ou la démence. Alors ça, là, je te fais un narratif qui est très très long, mais mon point, c'est que, par exemple, l'excès de fructose, par exemple, peut orienter le métabolisme cellulaire en direction de la glycolyse, simplement parce que la mitochondrie n'a plus le choix. Une solution qui est plus classique, qu'on peut d'ailleurs voir, notamment qui est plus adaptée de terrain avec la kinésithérapie, c'est qu'il y a des gens qui ont des tissus qui sont
très peu oxygénés, quoi, qui sont atrophiés. Si vous n'avez pas d'oxygène au niveau tissulaire dans les cellules, vous avez l'impossibilité de faire de la bêta-oxydation. Et donc pareil, vous allez avoir de la glycolyse qui va être plutôt employée, voire de la glycolyse anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Warburg, qui est du coup un des métabolismes privilégiés pour le cancer. Donc, voilà. Moi, je pensais que du coup, ça bloquait le cycle de Krebs et la bêta-oxydation et qu'on restait sur une glycolyse du cytosol, tu vois, sans apport d'oxygène. Je croyais que c'était ça ton. En fait, j'avais du mal à comprendre en fait l'impact du fructose, toute cette chaîne-là. Bah, le fructose, c'est un autre truc, mais le fructose, typiquement, il a cet effet-là de bloquer le fonctionnement de la mitochondrie et de faire partir du coup la mitochondrie dans la glycolyse, soit aérobie, soit anaérobie, et donc du coup l'effet Warburg. En fait, le fructose finalement nourrit l'hypoxie cellulaire progressivement, et donc ça amène aussi à cette problématique-là. C'est pour ça que c'est un vrai problème d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on recommande aux gens d'éviter de consommer en excès du fructose. Après, il y a une espèce de narratif scientifique qui est assez complexe sur le sujet parce qu'il y a un enchevêtrement qui fait pas toujours de bonnes connexions entre les modèles animaux et ce qu'on observe sur le plan clinique chez les humains. Par exemple, dans les modèles animaux, l'excès de fructose amène direct à la production de gras. Et c'est pour ça qu'il y a parfois des chercheurs, qui disent que manger du fructose en excès chez l'être humain, ça va vous rendre gras. Or, ça n'a jamais été observé chez l'être humain, ça. Par contre, ce qui est observé, c'est que l'excès de fructose chez l'être humain, même si ça rend pas gras, ça peut amener à de la stéatose hépatique, qui du coup peut derrière amener à des complications sur le plan métabolique. Mais il semblerait qu'on ait quand même vachement plus de résilience que des souris, par exemple, et donc c'est beaucoup plus long à se mettre en place. C'est pour ça qu'on peut manger des gâteaux sans trop de soucis. En tout cas, on a l'impression que ça pose aucun problème pendant 20 ans, avant qu'on commence à avoir une dégradation métabolique de notre santé. Et est-ce qu'il y a d'autres ennemis justement de la mitochondrie? Là, on voit le fructose, j'imagine peut-être l'alcool, d'autres éléments comme ça. Et après, juste donc les ennemis et dans un second temps, vraiment au niveau pratique, qu'est-ce que tu conseillerais dans la semaine en termes d'activité cardiaque? Après, on passera sur la force. Qu'est-ce que tu conseillerais vraiment, de façon pratique pour nos auditeurs? De façon peut-être, éviter, on va dire, parce que ça, c'est souvent ce qu'on recommande, c'est, le minimum pour éviter les maladies. Et après, à contrario, ce que toi, au niveau optimal, tu recommanderais pour notre santé? Ouais, alors d'abord les ennemis. Alors c'est pas un ennemi vraiment, mais il s'avère que la mitochondrie, elle a en elle du cytochrome C, qui est justement utile dans les 5 ateliers de production d'ATP. Et ce cytochrome C, s'il est libéré en excès dans la mitochondrie, il pousse la mitochondrie à mourir. C'est vrai aussi pour les ions calcium, s'ils sont en trop grosse quantité, qu'ils arrivent dans la mitochondrie, pour des raisons mécanistiques que je vais pas expliquer là. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que vous avez des virus, par exemple, qui emploient des endosomes, qui sont des vésicules en fait internes aux cellules pour se déplacer, pour aller jusqu'au noyau pour se reproduire, et ensuite ressortent. C'est le cas du Covid, le Covid fonctionne comme ça. Et en ressortant, ils font exploser ces endosomes ou ces lysosomes, qui contiennent en eux énormément de calcium, de Ca2+. Et du coup, ce faisant, ça détruit les mitochondries. Et c'est ce qui a été observé ensuite avec des études qui ont été faites sur le sujet chez les gens qui ont eu le Covid, des Covid longs, Covid courts, etc. C'est que les gens qui ont chopé le Covid voient quasiment tous en fait une perte du nombre de mitochondries. Et du coup, ce qui a été observé et bien quantifié, c'est que les gens avec une bonne VO2 max, donc autrement dit beaucoup de mitochondries, supportaient beaucoup mieux le Covid et revenaient beaucoup plus rapidement du Covid que des gens avec une VO2 max plus faible. Sous condition évidemment qu'ils avaient les moyens de récupérer. Parce que vous pouvez avoir une VO2 max à 80, si vous dormez mal, vous dormez mal. Donc ça, c'est pas très génial. Donc vous avez les virus qui vous font cet effet-là, certains virus de la grippe, certains virus comme le Covid, qui sont des ennemis littéralement des mitochondries. Et typiquement, ça veut dire que en théorie, ce qu'il faudrait faire après une grippe ou une exposition à un virus pareil, c'est de passer 1 mois, voire 2 mois à refaire un peu de foncier pour développer le pool mitochondrial. Du coup, ça me fait converger vers ta seconde question qui était la répartition des entraînements cardiovasculaires Ouais. dans la semaine. Il y a pas d'autres ennemis, c'est bon? On a sur les ennemis là, bon, on peut peut-être l'alcool, non? Ou Bah, c'est l'alcool, tellement c'est clair. Ouais, c'est tellement C'est un un ennemi tout poison. court. C'est tellement un un poison ennemi, que ouais. pour les cellules et les mitochondries. Donc, OK. Parce que tu parlais limite de toutes les cellules qui avaient un signal d'apoptose ou j'ai mal ouais. compris? C'est ça? Pour l'alcool, ouais. Ouais. Pour l'alcool, enfin, il y a plusieurs composés dans l'alcool, mais ils ont toutes
ils ont tous le même effet, à savoir envoyer un signal pro-apoptotique extrêmement puissant aux cellules. Donc du coup, la cellule, tout va bien, tout d'un coup, elle reçoit « Il faut que tu meurs aujourd'hui ». Vous êtes sûr parce que j'avais des trucs à faire. C'est terrible. Ah, c'est l'alcool, terrible. ça Et crée c'est un suicide cellulaire? Ouais, ça force à ça. Alors bon, on a des milliards et des milliards de cellules. On a 275 000 milliards de cellules dans le corps. Donc s'il y en a 10 millions qui meurent, c'est pas très très grave. Sauf que typiquement, quand l'alcool monte au cerveau, c'est pour ça qu'on a en partie un sentiment de... comment dirais-je? C'est quoi le terme? Bon, On je se sais sent pas. flotter un petit peu. Ouais, léger, légèreté. Ouais, ça vient littéralement du fait qu'il y a des cellules qui sont en train de mourir Ok. et qu'il y a des connexions au niveau synaptique qui sont en train d'être perdues. Parce qu'il y a des neurones qui sont là, bon, bah, on coupe tout, les mecs, hein, c'est fini. Tu Mm. libères de la place dans le disque dur, quoi. Mais que tu Ouais. pourras pas réutiliser. Ouais, tu crées du vide. Tu crées du vide, ouais. Donc une consommation zéro alcool ou est-ce qu'on a quand même le droit, enfin un petit verre de temps en temps quand même, une fois par mois, pas toujours pareil. Y a Alors, pas de... suivant un marqueur spécifique du vieillissement, il semblerait qu'on ait droit à un dé à coudre d'alcool par semaine, un truc comme ça. Ok. Suivant les autres marqueurs, non. Ok. Donc bon, à la fin des fins, ce qu'on recommande, c'est zéro alcool, idéalement. Est-ce que c'est pas un peu hermétique cette histoire-là, si on se fait une soirée Oui. un peu arrosée, finalement c'est un stress, derrière on a une VO2 max à 165 et voilà. 165. On n'est pas des loups. Non. Les loups, c'est les loups qui ont des VMAX à 160-200. Mais les loups, ils boivent pas d'alcool. Hein. Oh, Ils se prennent un peu Il y a- des baies, il y a là. des Ils baies, se prennent hein. des baies, Ouais, attention. des baies fermentées. Eh oui, Ah ouais, oui. on connaît l'histoire, le gorille qui tombe de l'arbre et tout. Hein. Petite Ça, c'est pensée à marrant, Lolo, qu'on avait fait un podcast avec lui. Donc au niveau de l'entraînement alors, est-ce qu'il y a des choses Ouais, que tu alors, pourrais ça nous dépend où conseiller? vous en êtes. Si vous avez la chance d'avoir papa et maman qui ont une grosse VO2 max, et que vous êtes né avec une grosse VO2 max, voilà. Bah, du Ça, coup, faudra qu'on en parle, excuse-moi de te couper, Ouais, il faut Vincent, qu'on en mais parle, ça. tu dis que ça vient que de la femme, mais ouais, enfin, tu dis que essentiellement. c'est les mitochondries essentiellement, mais est-ce que l'homme aussi ne va pas, en faisant de l'endurance, transmettre quand même un petit patrimoine quand même? Un petit peu. Fais-nous y croire un petit peu quand même, non? En fait, il contribue à transmettre un patrimoine génétique qui est favorable, Voilà. mais c'est pas les mitochondries qui transfèrent. Ok. Il y a qu'une chance sur 40 000 pour que ça arrive. Oui, C'est l'ADN mitochondrial, c'est la merde, de toute façon. Ouais. Ouais, c'est ça. Et je crois 10-15% à peu près dans la performance VO2 max, c'est ça? De la part de la génétique sur VO2 max? Ouais, alors, il y a des variables par rapport à ça, mais si par exemple tu écoutes Véronique Bila, elle va te dire que c'est 50%. J'ai acheté son Le- livre, il me fait mal à la tête, hein. Ouais, il y a beaucoup d'équations, mais Oh là là. mais c'est bien. Ouais. Mais en fait, par exemple, selon Véronique Bila, c'est très modulable la VO2 max, bien plus qu'on ne le pense. Selon d'autres, c'est très très génétique, et donc il n'y a qu'une part assez fine qu'on peut moduler. Il n'y a pas de réponse stricte par rapport à ça. Il semblerait quand même que quand tu as une grosse VO2 max de base, donc tu nais avec, ben c'est facile, et quand tu as une petite VO2 max, tu peux pas la doubler. C'est très très Ok. compliqué. Bon. C'est bon, excuse-moi. Et alors non, mais du coup, donc... On était par sur exemple, l'entraînement à la base. j'ai un pote qui a une VO2 max à 88, qui est né comme ça. Alors, il a des parents qui étaient sportifs de haut niveau. Et donc, du coup, lui, il a pas besoin de faire de zone 2. Il passe sa vie à faire des entraînements de haute intensité. Il y passe pas énormément de temps. Et il fait des scores absurdes dans toutes les directions, sur tous les ergomètres. Il s'amuse. Voilà. Super. Content. Voilà, super. Maintenant, par exemple, Carmon Waram, qui est plusieurs fois vice-champion du monde d'aviron indoor, qui a fait son meilleur score aux 500 mètres rameur, c'est une 10.5, ou 10.7, ce qui est très très rapide. C'est très proche du record du monde. Lui, par contre, c'était un powerlifter à la base, avec une VO2 max de raton laveur. C'est quoi, J'ai rien 40? contre. Non. Non, mais pas une bonne VO2 max. Si, Ok. 40, je 40. pense que c'est assez possible, parce qu'il était gros, il est grand et lourd. Du coup, il a fait pendant très très longtemps de la zone 2 pour développer sa caisse, et ensuite, maintenant, il fait de la VO2 max. Du coup, il a pu performer. Et c'est là où je veux en venir, c'est que si vous avez une VO2 max qui est faible, la priorité, c'est de faire de la zone 2 pour développer votre caisse. Si vous avez une VO2 max qui est haute, bah, vous faites ce que vous voulez, littéralement, tant que vous vous entraînez un peu.
Tu considères 60 de VO2 max pour une haute VO2 max ou tu considères plus 70 Alors j'ai un tableau. Ah. Je vais te dire exactement ce que Et juste en ce que je- attendant le tableau, est-ce que les valeurs de la montre, tu ouais. t'y crois pas? C'est quoi ton avis par rapport à ça? C'est un bon proxy. Après, Ouais. le mieux c'est quand même un test d'effort, quoi. Ok. Alors, si tu veux, je peux te les envoyer comme ça, tu pourras les Oui, mettre vas-y, en si tu fond. veux, ouais, carrément, bien sûr. Mais en gros, j'avais fait un tableau qui distingue 5 catégories entre bas, moyen, bon, très bon et supérieur, Hmm. et aussi en fonction des âges. Par exemple, supérieur pour les hommes, c'est 65 et plus, et Ok. pour les femmes, c'est 59 et plus. Ok. Mais par Très exemple, bon, hein. Ça, c'est très bon? c'est supérieur, c'est Ah, supérieur, vraiment ok. la catégorie la plus haute possible. Ok. Mais par exemple, ce même niveau supérieur chez les 80-89 ans, c'est 38, Ok. et c'est 34 chez les femmes. Il y a une petite différence entre les hommes et les femmes par rapport à ça. Mais un truc qui est important, c'est que vous pouvez pas comparer votre VO2 max à une valeur absolue comme ça, qui est hors contexte, c'est-à-dire qui n'est pas âge dépendant. C'est important de prendre en compte son âge parce que on décline, il y a du déclin et on décline, pardon, je vais y arriver. Et donc du coup, on peut pas espérer chercher à avoir un VO2 max d'un enfant ou d'un ado qui a 18 ans, alors qu'on en a 40 ou 50. Il faut moduler un peu par rapport à ça. Et en termes de temps, VO2 max, tu conseilles quoi? 5-10 ans de développement et après on arrive sur un plateau, à peu près? Pour avoir Ouais, un ordre de grandeur. Ça va quand même vite au début, de ce que je comprends, et après ouais. ça stagne un peu avec le temps. Si le plateau, tu le mets à combien de temps à peu près? Le plateau de verre, Ouais, enfin le plan, quand on va commencer à avoir la courbe qui va un petit peu ralentir, parce que c'est vrai que pour les débutants, Arithmétique. c'est... Ouais, ça dépend des gens, mais 5 ans, un truc comme ça, ok. normalement. Après, le problème, c'est que des gens qui s'entraînent sérieusement et Hmm. correctement pendant 5 ans en VO2 max, Il à n'y en a part pas des beaucoup. athlètes spécialisés, il y en a très très peu, hein. Vincent, c'est quoi l'entraînement à Voilà, 1000% pour sa VO2 max? voilà. Qu'est-ce qu'on Là, fait? tout le monde Quelles sont les salive, là. modalités? Ils ont Voilà. tous ouvert l'application Notes sur leur téléphone. Ils se disent, là, il me faut l'entraînement à Ok, ça. 1000%. Alors, si vous êtes débutant, ce qui est pas mal, c'est de faire du 30-30. 30 secondes on, 30 secondes tranquille. Pas 30 secondes relâche, mais 30 secondes à intensité tranquille. Vous faites ça 8 à 10 fois. Vous vous reposez 4 à 5 minutes. Et vous répétez ce bloc 2 à 3 fois. Voilà. Ça, c'est bien pour les débutants. Maintenant, si vous êtes intermédiaire, on est plutôt sur au moins du 1 minute on, 1 minute off. De manière générale, la VO2 max, ça se travaille de la manière suivante, c'est temps de travail égale temps de repos. D'accord? Et je vous recommande de manière générale d'avoir un temps de repos actif, parce qu'un temps de repos passif, vous allez accentuer un peu, vous avez tendance à aller chercher des niveaux d'intensité qui sont un peu au-delà de votre VO2 max, et donc vous travaillez plus des qualités de sprint finalement que des qualités de VO2 max réelles. Donc, je vous conseille de faire ce qu'on appelle la cinétique, c'est-à-dire pendant votre récup, vous faites la récup active et pas vous reposez complètement. Donc, si vous faites du vélo, hop, vous bourrez 1 minute, puis vous revenez pendant 1 minute au calme, tranquillement en zone 2, voire en zone 1, et vous repartez. Donc pour les intermédiaires, c'est plutôt du 1 minute on, 1 minute off. Le volume global de sous VO2 max, ça doit être aux alentours au minimum de 10 minutes, et ça peut monter à 20 minutes dans un entraînement, voire un peu plus quand on est élite. Et maintenant, quand on commence à être avancé, ce qui se passe, c'est que en fait, les 45 premières secondes, c'est quasiment que de la phosphocréatine qui est engagée, donc du coup, c'est pas très efficient. Donc le minimum de temps de travail sur un travail de VO2 max, c'est plutôt 1 minute 30, voire 2 minutes. Et donc les grands classiques, quand on est un peu avancé, intermédiaire avancé, c'est 2 minutes on, 2 minutes off. Voilà. Et alors, maintenant, comment dire, on va dire le truc le plus loin qui existe, c'est la fameuse méthode norvégienne, c'est 4 minutes on, 4 minutes off. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode du monde pour progresser, même quand on est au niveau élite, parce que c'est trop taxant. Et les gens qui font ça, même s'ils vous font rêver, dites-vous peut-être qu'ils ne boivent pas que de l'eau. Après, Sean, il met beaucoup en avant aussi le fractionné dégressif, il me semble, où tu commences avec un temps important et au fur et à mesure des répétitions, tu diminues le temps de façon à Ouais. être d'entrée à VO2 importante et au fur et à mesure, Ouais. tu restes en fait à ce temps-là. Alors il y a plein de méthodes. Là, ce que je viens de vous donner, c'est un truc complètement basique.
Vous avez des trucs rigolos. Moi, par exemple, un truc que j'adore faire parce que je trouve ça ludique, enfin, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle du fartlek semi-libre. C'est-à-dire que, par exemple, vous décidez de faire, je sais pas moi, vous vous dites, ok, mon effort il va durer 6 minutes. 6 minutes c'est bien, ça suffit. Vous vous mettez à VO2 max, vous tenez le plus longtemps possible. Donc mettons que vous tenez, je sais pas, 3 minutes. Et vous en pouvez plus, donc vous dites, ok, quand j'en peux plus, j'ai un temps de pause qui est fixe, par exemple 30 secondes. Et dès que ce temps de pause est fini, je recommence et j'essaie à nouveau de tenir le plus longtemps possible à VO2 max. Et je complète comme ça 6 minutes de VO2 max. Alors, je complète 6 minutes de VO2 max. Ça veut pas dire que mon temps total de travail, c'est 6 minutes. Donc j'ai fait 3 minutes, je me repose 30 secondes, peut-être que je vais refaire 1 minute 30, donc je suis à 4 minutes 30, etc., etc. C'est une autre façon de travailler, ça peut être rigolo pour varier par rapport à d'autres situations possibles. Vas-y, Vincent. Et quelle est l'indication que tu donnes aux gens pour qu'ils sachent qu'ils travaillent à VO2 max? C'est le suivi de la fréquence cardiaque, c'est le RPE? Quel est le Test d'effort. D'abord, il faut faire un test d'effort sur 5 minutes. Faut passer Ok. par là. Tu fais pas de bilan sanguin, mais tu fais un test d'effort quand même. Ouais. Ok. Bah, en fait, savoir comment les gens dorment et savoir quelles sont leurs performances maximales, c'est la base pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Et juste pour avoir un rapport sur le développement de la VO2 max entre la zone 2 et la très haute intensité, comme les séances que tu décris là, pour que les gens Mm. comprennent la différence entre les deux, est-ce qu'il y a des chiffres qui montrent l'augmentation de la VO2 max avec justement en faisant que de la zone 2 versus en faisant l'intensité, ou est-ce que c'est dur de retrouver ce style de comparaison entre les deux? Bah, ta zone 2 va pas vraiment faire travailler ta VO2 max. Par contre, elle va repousser ton premier seuil physiologique, elle va l'élever. Et ce faisant, du coup, quand tu vas t'entraîner au seuil, donc en zone 4, qui est une zone spécifique pour améliorer ta VO2 max, alors, du coup, tu vas pouvoir progresser plus. En fait, la zone 2 permet d'augmenter finalement le temps de travail sur des zones supérieures qui elles-mêmes te permettront d'améliorer ta VO2 max spécifique. Ok. Et c'est pour ça que je voulais en venir à ça, c'est que tout à l'heure, je vous ai donné des entraînements spécifiques à VO2 max, mais peut-être que ce qu'il y a de plus important pour développer la VO2 max, c'est les entraînements au seuil. Et donc là, on est un peu en dessous de la VO2 max, et c'est des formats qui durent en général. Alors, c'est un autre test d'effort, ça. Il faut que vous preniez votre test d'effort sur 20 minutes. Donc, effort maximal sur 20 minutes, par exemple à vélo. Mettons que vous fassiez 200 watts pendant 20 minutes au vélo. Eh ben, vous allez essayer de cumuler en volume ce temps-là, voire 50% de plus, donc entre 20 et 30 minutes, mais découpé. Donc, par exemple, si on prend 30 minutes et que vous avez tenu 200 watts pendant 20 minutes, vous allez essayer de tenir pendant 30 minutes 200 watts, mais découpé par exemple en blocs de 5 ou 6 minutes, avec des temps de pause de 2, 3, 4 minutes. Ce qui fait que ça va vous faire accumuler un certain volume qui, quand vous allez revenir à des entraînements spécifiques de VO2 max, en 1-1, 2-2 ou 3-3, vous allez progresser spécifiquement. Donc, comment je découpe mon entraînement à 1000% sur le cardiovasculaire dans ma semaine? Je fais beaucoup de zone 2, un peu de seuil, un peu de VO2 max. Comment tu répartis tout ça? Admettons que vous ayez un temps, un planning libre. Fais ce qu'on veut. D'accord. On est à 1000%, Donc, tu sais. exactement. Bah, du coup, vous faites pour 7 entraînements, 7, d'accord. Vous faites 5 entraînements de zone 2 ou zone 3, un Une heure? entraînement au seuil, Une heure à ouais, peu une près? heure, Ok. 1 heure à peu près, un entraînement au seuil en zone 4 et un entraînement en VO2 max. Avec, pour la haute intensité, hein, c'est un repère important pour pas se cramer, pour la VO2 max, avoir toujours un set de réserve. C'est-à-dire que vous ne devez jamais aller au bout de vos capacités pour éviter de vous cramer nerveusement. Ok. Nickel. Ben, peut-être. Ouais. Vas-y, Vincent, vas-y. Non, mais c'était pour faire le lien avec des épisodes qu'on a fait avec Sean et aussi avec Nicolas Haute. On a parlé aussi d'une notion de facteur limitant dans l'entraînement cardiovasculaire. Et la zone 2 que tu promouvois, c'est aussi une façon d'augmenter l'éjection systolique du cœur. Et ça peut être un des facteurs limitants. Dans un podcast, je t'ai écouté dire que finalement, il y avait plusieurs facteurs limitants. On se mettait sur la mitochondrie, mais qu'il y avait le cœur, il y avait le transport d'oxygène.
Ouais, il y a donc la fréquence cardiaque, il y a la dérive cardiaque, il y a le nombre de connexions des vaisseaux à un muscle, il y a la taille des vaisseaux, il y a aussi l'épaisseur des vaisseaux, du coup leur capacité à résister à une tension forte. Ça fait beaucoup de vecteurs, mais en réalité, quand on fait la zone 2, on travaille un petit peu tout ça, donc ça permet de simplifier un peu le propos. Je sais pas si vous voulez encore, les garçons, avaient une question sur le cardiovasculaire, peut-être passer à la force, parce que c'est vrai que là, on a l'impression que le cardio, c'est tout. Peut-être qu'il faut travailler, un petit peu la force, hein. Je sais pas si c'est quoi ton avis, sur ça? Est-ce que c'est essentiel? La force du cœur. Non, peut-être la force tout court, hein. Être fort, avoir du muscle, qu'est-ce que c'est quoi ton avis sur la question, Vincent? Alors ça, c'est un autre sujet, mais c'est plus en lien avec la masse musculaire et le développement du système système central. Plus vous avez un système central qui fonctionne bien, plus vous avez des chances d'éviter des maladies neurodégénératives comme Parkinson, Alzheimer, de la démence, ou de voter pour Trump. Donc, c'est important d'être fort physiquement. Pas de politique ici, Vincent, pas de politique. Ça va, on n'est pas aux USA. Fallait qu'il place, fallait qu'il place. C'était sur ses post-it. C'est ça. Non mais plus sérieusement, pourquoi? Parce que un système neuro qui est puissant, ça veut dire quoi? Ça veut dire des gaines de myéline qui sont épaisses, donc du coup une circuiterie où le courant électrique passe vite, des plaques motrices qui sont grandes, une meilleure connexion, donc du coup une meilleure coordination potentiellement si on entraîne. Il y a des gens qui sont très très forts mais qui ont zéro coordination, donc ça s'entraîne. Et au niveau neuro, surtout, de la plasticité neuronale, c'est-à-dire une capacité de réarrangement des neurones qui est très très importante. Voilà. Tout ça, c'est en lien du coup avec des capacités de développement de force, parce que si vous habituez en fait à envoyer des signaux électriques très puissants dans le cerveau, eh ben il faut des câbles entre guillemets pour encaisser ces signaux, et du coup ça amène à de la plasticité au niveau du cerveau. Sans parler d'un truc qui s'appelle BDNF, qui est une molécule qui permet d'augmenter la neurogenèse, augmenter la production de neurones, et qui est, quand on est au repos, qui est dépendante seulement du cerveau, mais quand il y a l'effort, qui est très dépendante de l'activité physique et de la masse musculaire. Est-ce qu'il y a un Donc, pardon, vas-y, ouais. vas-y. Je crois que tu avais fini, vas-y, continue, excuse-moi, Vincent. Ouais, non, mais du coup, ça c'est juste pour la partie neuro, et puis pour la partie musculaire, c'est encore un autre pilier très différent qui est en lien avec le système immunitaire acquis, mais je peux en parler après. Non, vas-y, parle-en carrément, c'est l'occasion. Vas-y. Alors, parce que du coup, la digression est longue, donc si t'as une question... Non, vas-y, non, vas-y, je reviendrai Ok. après dessus, t'inquiète. Alors, le système immunitaire, vous avez deux systèmes unitaires dans le corps. Vous avez le système immunitaire inné et le système immunitaire acquis. Donc inné, il fonctionne tout le temps en permanence à bas bruit. Il n'a pas de mémoire. Le système acquis, il fonctionne de manière localisée dans le temps. Il a une mémoire. Voilà. Pour le système immunitaire acquis, donc il y a plein de choses par rapport à ça. Moi, je vais me concentrer essentiellement sur un truc qui s'appelle les lymphocytes, en particulier, qui sont les cellules spécialisées pour trouver et détruire des pathogènes qui résistent au système immunitaire inné. Ces lymphocytes, ils partent d'où déjà? Ils partent de la moelle osseuse. Vous avez des cellules hématopoïétiques, c'est les cellules souches finalement du système immunitaire qui sont produites là, qui se baladent dans le sang, qui arrivent au thymus, qui est un tout petit organe qui se trouve ici. Et dans le thymus, ils sont entraînés pour être spécialisés, et ensuite ils accomplissent leur fonction en sortant du thymus. Le thymus, en ce sens, c'est la caserne qui entraîne vos lymphocytes à devenir des cellules spécialisées. Malheureusement, ce thymus, il subit ce qu'on appelle une involution au cours de la vie, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'on vieillit, il est de moins en moins fonctionnel. La conséquence de ça, c'est que en vieillissant, on perd de l'immunité acquise, une capacité à s'adapter à des nouveaux éléments pathogènes. Typiquement, à partir de 70 ans à peu près, le thymus, c'est plus qu'une petite boule de gras, et donc du coup, on a beaucoup de mal à s'adapter à de nouveaux pathogènes. Voilà. Et quel est le lien avec la masse musculaire? Vous allez me dire, en fait, pourquoi est-ce que le thymus subit une involution? Ça, c'est les théories actuelles. C'est en partie à cause du fait qu'il n'a pas assez de soldats naïfs, donc de cellules souches hématopoïétiques qui viennent jusqu'à lui, issues de la moelle osseuse. Et pourquoi? Parce que la moelle osseuse dépérit. Pourquoi elle dépérit? Parce que la densité minérale osseuse autour décroît. Et pourquoi cette densité minérale osseuse décroît?
manque d'impact à l'entraînement. Ça, c'est pour revenir au sujet de ce que racontait Pierre, typiquement. Parce que ça marche pour les cartilages, mais ça marche aussi pour ça. Et manque aussi de masse musculaire qui est un adjuvant puissant de l'activation métabolique de la moelle osseuse. Du coup, plus on a de moelle osseuse, plus on a une déperdition de l'immunité acquise qui est basse. Comment est-ce qu'on fait pour avoir beaucoup de moelle osseuse? Il faut des impacts et il faut de la masse musculaire. Et en ce sens-là, faire de la force, faire de la masse musculaire, faire du power building permet de développer à la fois la masse musculaire, donc derrière, garder un système immunitaire acquis en bon état, et en même temps de préserver notre système central, aussi au niveau neuro, afin de nous préserver de la démence. Clair? Mais est-ce que vous avez moi j'aurais aimé savoir quel type justement, est-ce qu'il y a un type de renforcement? Est-ce qu'il y a des groupes musculaires que tu privilégies pour justement comme objectif de préserver un petit peu tout ça? Ou est-ce que s'il faut être très global, très fonctionnel sur tout le corps? Il faut faire des pecs. Des Des pecs pecs. tous les jours. Tous les Allez. jours. Et avoir les Ah, plus gros pecs de la Terre. Et Vous allez nous Exactement. dire de faire du soulevé de terre, mais très très lourd. pas un peu de bras quand même? Même pas un peu de triceps? Des pecs. Ah ouais, Que que des des pecs. pecs. Et à côté, vous mangez des pommes, parce que les Ouais. pommes, ça contient de la pectine, et la pectine, c'est bon pour les pecs. Pecs, OK, super. Bon ben on est Bon. parti, j'ai mon nouveau régime. J'arrête les bêtises. Alors, les plus gros muscles du corps, c'est les jambes. Voilà. Donc du coup, idéalement, il faut développer les jambes en force, donc faire du squat, du soulevé de terre, des fentes bulgares, des fentes de manière générale. Ça, c'est très très utile. Et pour le haut du corps, les mouvements polyarticulaires, donc ça peut être des tractions, ça peut être des pompes, des dips, ça peut être du développé couché, sous réserve à chaque fois pour tous les mouvements, que ce soit pour le développé couché ou les autres, de le faire correctement, parce que Sûr. sinon il y a des risques de blessures. Mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et après, alors, dans la méthodologie, là encore, il y a c'est assez vaste en termes de développement. Et là, je vais donner mon avis en tant que plus coach spécialisé en prophylaxie. Ce que j'observe, c'est que, enfin, ce que plein de gens observent au niveau pro, c'est que vous avez des bons répondeurs et des mauvais répondeurs à l'entraînement en force. Et moi, ce que je vois, c'est que, en fait, souvent les mauvais répondeurs, c'est parce qu'ils ont une angiogenèse au niveau de leur tissu qui est faible. En gros, leurs tissus sont peu vascularisés. J'arrive pas trop à expliquer exactement mécanistiquement pourquoi derrière ça crée pas d'adaptation, mais c'est ce que j'observe. Et donc du coup, le fait de faire de l'endurance basse densité pendant 2-3 mois, sur des volumes de reps assez importants mais très légers, fait que du coup ensuite, quand ils reviennent à leur entraînement initial de force, ils progressent vraiment, vraiment très très vite. Alors, du coup, j'ai pas tous les éléments explicatifs de ça, mais ce que je vois, c'est que ça marche très très bien. Donc, la méthodologie que j'ai, c'est si quelqu'un a du mal à progresser, c'est d'abord lui faire beaucoup de volume en basse densité pour maximiser l'angiogenèse. Et dans un second temps, lorsqu'elle est faite, c'était pas mal comme bruit ça. Et excuse-moi Vincent, est-ce que tu Ouais. conseillerais, par exemple, si on a du mal peut-être à prendre sur le haut du corps, justement, de plutôt faire du rameur pour vasculariser le haut du corps, ou est-ce que même la course à pied ou la marche, ça peut avoir la même importance, tu vois? Ou est-ce que justement, je vais privilégier des sports où je vais tirer, forcer avec cet effort cardiaque? Si tu as du mal à prendre des pecs, il faut que tu fasses un exercice à basse densité sur les pecs. Voilà, ok. Eh oui. Ouais, non, Ouais. mais c'est pour les gens qui se disent pas, juste je vais me mettre à marcher sur un tapis incliné et ça va vasculariser. Essayer d'être plus précis sur la zone. Ouais, c'est pas comme pour les mitochondries. Par exemple, si vous faites de la zone 2, vous avez un développement mitochondrial dans absolument tous les tissus, même si il est beaucoup plus important dans la zone qui est engagée. Si vous faites du rameur, vous allez créer très peu d'angiogenèse, par exemple, sur les pecs. Ok. A priori, ouais, c'est un peu différent. Super. Vincent, je sais pas si tu avais une Ouais, non, question. mais c'était pour rebondir sur ça. En fait, tu fais de l'endurance de force sur le groupe musculaire que tu recherches, quoi. Ouais. Et du coup, par contre, c'est vraiment débile, au sens où il faut vraiment cumuler 100-200 reps si nécessaire, mais très léger, quoi. C'est un peu nul à faire, c'est pas forcément très, très ludique, mais l'angiogenèse, ça passe par ça, malheureusement. La fameuse série de 100, alors. Alors, j'ai essayé ce truc-là. C'est marrant. Bon, après, j'en avais C'est pas long. forcément besoin. C'est long. Et le problème, il y a ça aussi, c'est que le problème, c'est que il faut que la personne trouve ça suffisamment ludique pour pouvoir répéter ça pendant 2-3 mois. Est-ce que une série de 100 c'est obligatoire? Peut-être pas. En fait, la plupart des gens à qui je conseille de faire l'angiogenèse, en général, ils font des séries plutôt entre 20 et 30 reps. Mais par contre, ils font entre 4 et 6 rounds.
déjà, ils trouvent ça chiant, mais au moins, ils peuvent alterner avec autre chose, et ce qui fait que du coup, c'est un peu plus ludique. Et Et 4 et 6 rounds, proche de l'échec, toujours pareil ou pas forcément? Pas vraiment, parce que c'est léger. C'est juste du non-stop. Disons qu'ils ont, sur leurs 20 reps, ils ont à chaque fois entre 5 et 10 reps de réserve, un truc comme ça. Ok. et tu tractes, quoi. Et au début, tu parlais de tests, t'évaluais Ouais. tes clients, tes athlètes pour trouver le maillon faible. Comment tu fais, comment tu procèdes? Bah alors, j'ai ça j'ai construit ça au cours des ça fait plus de 10 ans maintenant, donc c'est assez varié en fonction des tests, mais du coup je vais prendre des exemples différents. Par exemple, les lombaires, c'est souvent un truc qui revient dans les sports en général, parce qu'au niveau de la prépa physique, les gens manquent de directeurs de rachis, voilà. Et du coup, un test intéressant que j'aime bien faire, enfin il y en a 3 pour être exact, il y en a 4 même. Un des tests, par exemple, déjà, ça va être de voir s'ils sont coordonnés en termes d'équilibre, pour voir si leur chaîne s'engage. Donc du coup, je les mets sur un Swiss ball sur le ventre, et je leur demande de faire en sorte que ni les pieds ni les mains ne touchent. Alors ils vont forcément échouer parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ça, mais l'idée c'est qu'ils essayent, et qu'ils essayent non-stop pendant 5 minutes, avec les jambes tendues pour engager les fesses, et le buste légèrement redressé pour engager les érecteurs du rachis. Et du coup, souvent, ce qui est observé, c'est qu'au bout de... pour ceux qui sont bons, en général, ils arrivent à tenir au moins 4 minutes sans que leur chaîne post s'effondre. Et ceux qui manquent d'endurance de fond, en fait, au bout de 2 minutes, même s'ils essayent en permanence de s'équilibrer, ils ont tendance à s'effondrer au niveau des érecteurs du rachis, au niveau des jambes. Ce qui montre que de toute façon, déjà, rien que dans cet exercice qui est relativement simple, à cause de l'équilibrioception, à cause du fait qu'ils n'ont pas l'habitude, ils s'effondrent. Donc ça, c'est un test rigolo que je fais. Un autre test aussi qui est plus simple, qui est l'isométrie pure, c'est... alors, le terme, c'est reverse back extension. C'est quand on a le buste qui se tient sur une planche, et on a les jambes en l'air, fixes derrière, et on reste en isométrie. Alors, c'est un test que j'avais pris de l'équipe nationale de Chine en haltéro. Eux, ils leur font faire le test, ça dure 5 minutes, et ils leur mettent un poids de 5 kilos au bout des pieds. C'est les Chinois, ça. Ouais. Trop fort. Mais, non, mais c'est... Donc ça veut dire que c'est bon si c'est 5 minutes. Si c'est 5 minutes, ouais, pour les Chinois, c'est que c'est. Ouais, c'est ça. Mais bon, enfin, pour l'avoir essayé moi-même, c'est juste, c'est pas possible. Donc nous, c'est quoi, du coup, 2-3 minutes? 1 minute? En fait, c'est 5 minutes, mais c'est sans le poids. Sans le poids. Ok, ça change tout. Le poids, c'est vraiment une difficulté sous stéroïdes. Bref. Et donc, du coup, sans poids, et donc ça permet de savoir si la personne tient. Et ce que je vois, c'est qu'en général, quand les gens tiennent au moins 3 minutes, ils sont pas trop mal en termes de santé. S'ils ont besoin d'avoir des lombaires en acier parce qu'ils font un sport particulier comme l'aviron ou l'haltéro, alors j'essaie de faire en sorte qu'ils aient une bonne endurance, qui soit plutôt sur du 5 minutes, sur le long terme. T'as des standards de gainage aussi, ou sur des travaux assez classiques comme la planche latérale? Est-ce que c'est des choses que tu testes ou pas spécialement? Bah alors, la planche devant, donc frontale, là, pas trop, parce que souvent les gens ont tendance à utiliser à mort leur psoas pour compenser. Et je teste le psoas différemment. C'est pour moi un exercice d'abdos qui engage vraiment les abdos, c'est plus tu vois la roulette. En fait, je les mets en position donc sur la roulette, avec les mains, bras tendus au niveau du visage, simplement. Le buste aligné avec les jambes. Donc c'est pas une posture très dure finalement, parce qu'ils sont là, alors qu'ils pourraient aller au bout, en théorie. Donc c'est une position assez neutre, mais qui engage, si on le fait correctement, avec la rétroversion du bassin, l'engagement du tronc, qui engage les abdos. Et je leur demande de rester idéalement, entre au moins 2 minutes comme ça. Et s'ils n'y arrivent pas, c'est qu'il faut qu'ils s'entraînent plus là-dessus. Ok. Et en fait, pour beaucoup de gens, c'est très très dur de rester simplement 2 minutes comme ça. Parce que les abdos brûlent énormément au bout d'un moment. Donc au niveau de ta semaine, excuse-moi Vincent, vas-y, pose ta question Vincent, je poserai après. Non, mais c'était pour rebondir. On a Max qui est le 4e de 1000%. Il a fait ses formations Strong First. Je sais pas si ça dit quelque chose.
Mais il nous montrait un exercice pour faire un exercice à l'échec où tu te mets sur une main et tu te mets en appui sur le pied opposé et tu fais une pompe sur une main, en fait. Et en fait, ça va te mettre en fait en évidence le maillon faible, tu vois. C'est un truc que j'ai fait sur mes patients. Bon, j'ai découvert plein de maillons faibles, du coup. Mais voilà, c'était une réflexion intéressante. En fait, après, il y a des exercices pour tester les gens. Il y en a finalement 1000. Je pense pas qu'il y ait vraiment d'exercice qui soit mieux qu'un autre. Tant qu'on maîtrise parfaitement, disons, l'anatomie de l'exercice, qu'on l'a déjà soi-même pratiqué, qu'on connaît en fait les limites de l'exo et son utilité. Et à partir de là, on arrive facilement à déterminer les points faibles. Parce qu'à la fin, ce qui compte finalement, c'est pas d'avoir un espèce d'exercice en or, mais d'avoir surtout une détection en or. Et donc, est-ce que tu as des standards, par exemple, c'est vrai qu'on entend beaucoup ces rapports squat, on dit des fois il faut porter 1,5 fois son poids en squat. Est-ce que ça, Ouais. toi, tu as des critères comme ça pour la longévité entre parenthèses, ou comme le soulevé de Ouais. terre aussi? Oui, pour le squat, c'est 1,5 fois son poids de corps, Mhm. mais à son pic de performance quand on est jeune. Pareil, il faut moduler. Si on est plus vieux, c'est un peu moins. Pour le soulevé de terre, c'est 2 fois son poids de corps, Ok. tout simplement. Et un Pour un entraînement niveau... et ton entraînement Oui. classique, là, on avait vu celui cardiovasculaire, et au niveau de la force, tu fais quoi? Une fois par semaine, 2 fois par semaine? Tu recommandes quoi pour les auditeurs? C'est dur, hein, je sais, mais faut trancher, hein. Alors non, mais alors du coup là, je vais pareil. J'ai un discours qui est assez différent peut-être de ce qu'on peut entendre dans le domaine de la force. Euh, Comment dirais-je? Ça va trancher, là. Hein? Ça va trancher, là. Ouais, peut-être un Il petit est en peu. train Ouais. d'armer le tir. Ah. Là, pour le coup, en fait, pour la force, j'ai beaucoup appris auprès de mon entraîneur de force qui s'appelle Bastien Madine. Et c'est avec lui que j'ai développé toutes ces approches-là au cours des dernières années, parce que c'est lui qui m'a suivi pendant ma carrière d'aviron indoor pendant une bonne partie, enfin la majorité. Et ce qu'on a observé typiquement pour moi, mais ce qui est observé aussi pour les athlètes qui suivaient en force, c'est que faire un entraînement de force par semaine sur un groupe, ça suffit, si vraiment on va très loin dans l'effort. Et c'est très à l'opposé de ce qu'on voit par exemple en powerlifting, où on voit des types ou des nanas qui font 3 fois du bench par semaine, 3 fois du squat par semaine, 3 fois du deadlift par semaine. En plus, ça dépend des exos aussi. Typiquement, le deadlift, ça pour le coup, j'ai jamais compris ça. Le deadlift, les gens qui font du deadlift 3 fois par semaine, c'est du suicide nerveux, à mes yeux. S'ils sont trop faibles, parce qu'en plus, il y a aussi cette problématique-là, c'est que vous avez des gens qui font de la force, mais qui sont objectivement pas bons. Je vais pas être méchant, mais pour moi, si je vois des gens faire du bench à 40 kilos, filles ou garçons, à mes yeux, déjà, il faut d'abord qu'ils fassent des dips et des pompes. Ça sert à rien qu'ils fassent du bench. Vous voyez. Si je vois des gens qui font du deadlift à 100 kilos et qui ont du mal, qui sont vraiment avec la ceinture de force, l'ammoniac, enfin, vraiment, toute la combinaison du powerlifter, et le trépied, bien sûr, qui prend 1 mètre carré. Donc, si vous avez ça, et que le gars, les plates sont alignées, les dragons le regardent, il fait 100 kilos au deadlift, je pense qu'il faut d'abord qu'il fasse du kettlebell swing, et peut-être tenir une 10-ball entre les mains de 40 kilos pendant un certain temps avant de se remettre au deadlift. Parce que 100 kilos, c'est objectivement, c'est bas. Surtout qu'en plus, leur rapport poids-puissance n'est pas très très bon. Donc, voilà. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a une... En fait, j'essaie de prendre des pincettes parce que je veux pas Ouais, bien m'attirer les sûr. foudres de la Vas-y, communauté. lâche-toi, là, Vincent, vas-y. Non, mais... Sur le plan génétique, vous avez des athlètes qui sont vraiment des Pokémon force, avec des qualités génétiques extraordinaires par rapport à ça, et donc du coup, ils ont une capacité à s'adapter à la force qui est extraordinaire. Et des méthodes d'entraînement de la force pour eux, qui sont par exemple faire de la force 3 fois par semaine, ça marche pour eux parce qu'ils peuvent s'y adapter, parce qu'ils ont la génétique pour. À l'inverse, la plupart des gens, ça concerne quand même 90% des gens, ne sont pas des athlètes spécifiques force, des athlètes d'endurance. On est fait pour ça à la base. Et donc, pour ces gens-là, la force, ça les explose. Et donc, du coup, s'entraîner une seule fois sur un groupe musculaire, mais de manière intense, par semaine, ça suffit amplement. Ok. C'est ce que moi je fais faire à mes athlètes, c'est ce que mon entraîneur de force fait faire à ses athlètes, et on voit tous des super résultats par rapport à ça. Alors, ils n'ont pas forcément un niveau élite en force, mais par exemple, si je prends moi, par exemple, ma référence, que moi je faisais par exemple du deadlift une fois semaine ou une semaine sur 2,
Et à mon meilleur, sans ceinture, et c'était pas un deadlift, d'ailleurs c'était un tirage d'épaulé, j'ai fait 280 pour 100 kg de poids de corps. Il y a plein de powerlifters qui font pas ça. Alors après, vous me direz, oui, il y a des athlètes au niveau en powerlifting qui font beaucoup plus. Alors je ne parle pas de la position grand écart du Kama Sutra pour faire un deadlift, je parle vraiment en sumo conventionnel. Là pareil. Hein. Mais les athlètes élites, ils font beaucoup plus, certes, mais il faut encore voir la chose, c'est qu'ils ont peut-être la génétique pour ça. Sans parler de produits ou quoi que ce soit, ils ont peut-être une génétique spécifiquement pour ça. Mais pour la majorité des gens, mon sentiment, c'est que la méthodologie d'entraînement est mauvaise. On les fait trop aller directement sur la force pure, on passe pas par la case angiogenèse, ce qui fait qu'ils atteignent rapidement un plateau de verre. Ils mettent en place des adjuvants inutiles comme ceinture de force, troisième colonne vertébrale, les genouillères. Si tu fais pas un squat à 200, tu peux même pas plier la jambe. Moi, je m'entraîne sans ceinture, sans genouillère, sans rien du tout. Et même si c'est pas du tout ma spécialité, je suis plus fort que la majorité des gens qui s'entraînent en powerlifting. Donc, c'est qu'il y a peut-être un problème dans leur méthodologie. Tu parlais plusieurs fois de ne pas cramer le système nerveux Ouais. en faisant par exemple une session, un entraînement de force par semaine où tu travailles tous tes groupes musculaires en force. Non, une session dédiée, par exemple, les jambes. Le fameux push-pull leg, c'est-à-dire une session push, une session pull, une session leg. Ça fait 3 entraînements de semaine dans la semaine. Ça suffit. En force. En force. Alors que ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup dans le domaine du powerlifting, des entraînements combinés où ils font squat, deadlift, ou bench squat, ou bench squat deadlift, tout ça dans la semaine, ce qui fait que finalement, en cumul, ça fait un volume stratosphérique. Ok, mais tu suis ce push-pull leg. C'est une trame que tu adoptes. Oui, alors push-pull leg, par exemple, pendant ma carrière rameur, le push, typiquement, j'en faisais très peu parce que ça me servait à rien, j'en faisais juste pour le plaisir, mais donc moi, c'était surtout pull, donc traction lestée, trucs comme ça, et leg, donc squat. Quand je dis leg, ça inclut le deadlift, du coup. Oui, Parce que pour moi, ça va avec. Mais voilà, c'est une fois par semaine et je progressais très bien. Là, on parle de force, mais en termes d'hypertrophie, est-ce qu'il y a une limite qui serait trop importante et qui serait limite peut-être néfaste, peut-être le mot est trop fort, mais tu vois, est-ce qu'on aurait trop de masse musculaire et que du coup on activerait trop notre métabolisme et que ça serait pas bon au final pour notre santé? Est-ce que c'est quelque chose qui existe ou c'est complètement faux? J'imagine que déjà c'est 2 à 3% des gens qui peut-être nous écoutent, même pas. Donc c'est toujours pareil, il y a une élite, mais est-ce que tu as un avis sur cette question? Ouais, je pense que c'est un non-sujet parce que je connais pas de personne qui a 95 ans qui soit bodybuildé outre mesure et qui meurt, quoi. Non, mais est-ce qu'à 40 ans, par exemple, quelqu'un qui serait énormément massif, ça pourrait au final ne pas être si bon que ça pour sa santé? On parle bien sûr toujours pareil d'une minorité, hein. C'est pas la majorité Ouais. des gens. Si c'est du muscle et qu'à côté il a de l'endurance, en fait, c'est toujours sous réserve que il dort bien, qu'il a il a beaucoup de mitochondries. Si c'est le cas, en fait, on peut voir ça comme ça, c'est que ça sert à rien de faire du bodybuilding si votre cardio est pas bon. Donc, si vous devez prioriser pour votre santé, parce que vous partez vraiment de zéro, d'abord vous allez full cardio pendant 1 an pour développer votre endurance, peu importe la modalité. Et dans un second temps, une fois que vous avez beaucoup de mitochondries, vous pouvez commencer à réfléchir à la muscu. C'est bon, nickel. Tu vois, on avait une réflexion, on a eu Nassim Saïli. Et en fait, lui, il nous disait qu'il était au maximum. Il pouvait plus progresser, il avait trop de muscles, en fait. Il était arrivé au plafond, tu vois. C'était incroyable, ça. Trop de muscles. Et on avait C'est la beau, ça. réflexion où finalement, le sport arrive en réaction à notre société qui est sédentaire, finalement. Ouais. Et qu'on n'avait pas aussi ce recul de toute cette culture sport. On n'a pas encore nos anciens qui ont 60 ans de muscu derrière eux pour vraiment voir le bénéfice, quoi. Ouais, si, t'as les anciens du monde. En fait, pour moi, les excès, on les connaît déjà avec ceux qui ont pratiqué le bodybuilding naturel ou sous stéroïdes des années 80. Ce que tu vois, c'est que en gros, t'en as plein qui sont pétés de partout parce qu'ils ont fait de l'ego lifting pendant 40 ans. C'est bon, ça. Ouais, et ensuite, évidemment, ceux qui ont pris des stéroïdes, ils sont plus là parce que
Cancer, crise cardiaque. Mais tu vois, En ce fait, sport longévité, finalement, c'est quand même un concept assez récent. mm, Les zones bleues, c'est plus des Sardes ou des Japonais qui sont plutôt skinch et qui sont montés à l'église ou qui ont fait de l'agriculture. Enfin, ouais, alors, de ce que j'ai vu, apparemment, les zones bleues, ça n'existe pas vraiment. C'est un scam scientifique, ce truc-là. C'est plus des zones, en fait, où ils avaient pas les documents, les papiers pour dire quel âge ils avaient précisément. Donc, du coup, ils ont donné des âges au pif. Et c'est après, 100 ans plus tard, on se dit, ah, ben, vous êtes particulièrement vieux, monsieur. C'est vrai, merci. Mais il semblerait que ce soit pas vraiment le cas. Après, par exemple, la zone méditerranéenne, on voit des gens en très bonne santé qui vivent très longtemps. Bon. euh, Est-ce que ils ont été bodybuildés? Non. est-ce Ce qu'ils qu'on avaient voit des dans gros pecs, en fait, c'est ça l'histoire. ça, Ah, manger des pommes là-bas. Pour se reproduire, ça peut aider, hein. ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ça, Eh c'est autre oui. chose, mais c'est une autre problématique. Mais comment dirais-je? Le truc, c'est que pour s'adapter à des nouveaux virus, effectivement, il vous faut de la masse musculaire. Mais si vous vivez tout le temps dans le même patelin, vous n'êtes pas censé vous exposer à de nouveaux virus. Nos ancêtres, ils n'avaient pas cette problématique-là parce qu'il n'y avait pas de mondialisation. Il n'y avait pas de paquebot énorme qui ramenait dans un conteneur une mouche d'Afrique centrale sortie de nulle part qui va manger vos chats. Je raconte n'importe quoi, mais voilà. Le problème, c'est que maintenant, il y a un mélange tel au niveau viral à l'échelle mondiale que du coup, on est exposé à tout à permanence. Ça va très très vite. Et donc, il est probable que la charge virale qu'on subit soit très largement supérieure à celle de nos ancêtres et que même si du coup, on fait beaucoup de choses en mieux, l'exposition chronique, d'un point de vue inflammatoire, est supérieure, tant à cause de ça, la charge virale, qu'à cause du perturbateur endocrinien. Et donc ça se trouve, on fait les choses bien, mais comme on vit dans un monde qui est plus dur en termes de stress, ben on n'ira pas plus loin. Pas mal. La question de Pams, je pense, c'était est-ce qu'on va pas trop loin dans cette idée de vouloir développer de la masse musculaire alors qu'il y a quelques centaines d'années, c'était du travail manuel, du travail dans le champ, beaucoup de marche et pas tant de travail de force ou de renforcement musculaire. Oula, si, hein. Les mecs, ils étaient solides. Hein. Quand tu vois historiquement les mecs de l'Antiquité, ceux qui faisaient du... comment est-ce qu'on appelle ça? C'est mes Gladiateur. ancêtres, ça. Non, les galériens, Ouais. ceux qui ramaient. Ouais, tu dis qu'on a perdu la densité osseuse, non? C'est pas ça? Au fil du Ça, temps? c'est Alors, tes ancêtres, en fait, les galériens, là. ouais, C'est qui ramaient fort, là. Il y a des éléments historiques qui montrent qu'on on a des ancêtres qui étaient quand même très très forts physiquement, avec une densité minérale osseuse qui semblait être supérieure. Quasiment, par exemple, aujourd'hui, la densité minérale osseuse d'une personne sédentaire, c'est 1 gramme au centimètre cube. Et chez un athlète élite de force, on est sur du 1,7 à 1,9, voire 2 grammes. Quand je dis athlète élite, c'est vraiment les monstres sous stéroïdes. Et quand on reprend les ossements de personnes de l'Antiquité, de guerriers et compagnie, on voit qu'ils étaient plutôt aux alentours de 1,5, entre 1,5 et 2, naturellement, déjà de base. Et quand tu prends des ossements de nos ancêtres il y a 50 000 ans, 200 000 ans, on était clairement à 2. Tu prends les os d'un gorille, ils sont à 2,5. Et le truc, c'est que du coup, ben, on se rend pas compte, mais du simple au double en termes de densité minérale osseuse, ça fait pas du tout ensuite les mêmes capacités d'adaptation en termes de contraintes mécaniques et de résistance à l'impact. Donc, je pense qu'ils étaient très très forts. Après, ça c'est tout un autre débat qui est vachement intéressant par rapport aux fibres type 2X. Alors, je vais parler un peu de ça parce que c'est marrant. On a tout un spectre de fibres, type de fibres au niveau des tissus. Type 1, c'est plutôt type lente, avec qui sont faites pour l'endurance, qui ont beaucoup beaucoup de mitochondries. Et type 2, donc fibres dites rapides, type 2A, qui sont plus axées sur la force et l'explosivité. Et ce qui est rigolo, donc il y a un spectre, il y a un continuum entre les deux, hein, bien sûr. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle les fibres type 2B, ou type 2X, ça dépend comment on les appelle, qui sont des fibres encore plus rapides, encore plus fortes, et qui a tendance à réapparaître lorsqu'on arrête de s'entraîner. Et ce que ça veut dire, c'est que par exemple, c'est pour ça que finalement la période d'affûtage pour un athlète, ça marche très bien. C'est que en gros, quand on arrête de faire du sport pendant une semaine, finalement on récupère, mais aussi on a cette retransformation d'une part des fibres lentes et des fibres rapides de type 2A en fibres pas ultra rapides, mais très rapides, donc type 2X.
Et du coup, ça fait un gain supplémentaire en termes de force. Et c'est un truc qui est vachement intéressant parce que ce qui est observé, c'est que le type de X, c'est l'espèce de mode par défaut du corps humain. C'est un cadeau de nos ancêtres, ça. Ils foutaient rien de la journée. Du coup, ils avaient plein de fibres type de X. Donc, pour un événement de survie instantané, ils sont très très bons. Par contre, le problème, c'est que c'est des canons de glace, les fibres type de X. C'est-à-dire qu'en gros, elles sont très très efficaces, mais elles sont très fragiles aussi. Et où est-ce que je veux en venir, c'est que peut-être que les fibres type de X, nos ancêtres étaient beaucoup plus forts parce qu'ils avaient beaucoup plus de proportionnellement de fibres type de X, mais également derrière la structure pour tenir la puissance développée par ces fibres type de X, donc notamment une ossature beaucoup plus lourde. Et je pense que ça explique peut-être pourquoi nos ancêtres, on voit des trucs absurdes soit dans des récits historiques, même si c'est parfois romancé, soit dans des mesures archéologiques, de trucs qui nous semblent complètement invraisemblables. Par exemple, les pas d'une nana il y a 200 000 ans qui apparemment courait à la même vitesse à peu près du Usain Bolt, à peu près à 10 secondes, qu'elle faisait à peu près le 100 mètres en 10 secondes à peu près, des trucs comme ça qui paraissent complètement aberrants, alors qu'elle était enceinte d'après les empreintes avec un sac. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou alors des exploits historiques qu'on entend par exemple dans les arènes des Romains ou des gladiateurs où tu as un type qui pète la nuque à un taureau. Tu te dis, non mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas rien. Ou alors Godefroy de Bouillon qui coupe en deux un chameau pendant une guerre contre les musulmans, ou je sais plus, c'était les Sarrasins, bref, au Moyen-Âge. Des trucs qui paraissent impossibles maintenant. Peut-être c'est parce qu'ils avaient une densité musculaire, osseuse plus importante. Et aussi parce que peut-être, du coup, comme ils s'entraînaient moins, ils avaient plus de fibres type de X. Donc pour des exploits, ils sont plus efficients. Par contre, sur le plan sportif, ils sont moins bons. Ok. Oh, mais c'est complet. Tu vois, on en a compris, il fallait faire du cardio, mais par contre, ça fait des heures d'entraînement là. S'il faut nous faire nos 5 séances de basse intensité, un seuil, un très haute intensité et 3 séances de force, si je comprends bien à peu près. Bon, qui Ouais, peuvent ne pas être très très longues les trois. Alors là, on parle de ouais, santé optimale, hein. On parle pas oui, de. mais Voilà, on le si dit. vous n'êtes pas rentier, que vous n'avez pas le temps, la priorité, c'est d'avoir une activité cardiovasculaire basse tous les jours la plus importante possible. Notamment, c'est les fameux pas, hein, les 10 000 pas. Même si maintenant on est descendu à 3005 d'après l'OMS, c'est au moins 10 000 pas. Ou alors une heure de vélo. En tout cas, il faut être actif tous les jours. Ça, c'est un premier point pour l'endurance fondamentale. C'est mieux de le suivre typiquement avec une mesure objective comme de la course à pied ou des watts, parce que ça permet de voir la progression. Et d'avoir, au niveau du cardio, au moins une session d'intensité dans la semaine, peu importe que ce soit la zone 4 ou la zone 5. Et à côté d'avoir entre 1 et 2 sessions de muscu par semaine. Donc si je résume, si vous n'avez pas le temps, au minimum, l'idéal, c'est quand même d'avoir 2 sessions de muscu dans la semaine, d'1 heure, une session de haute intensité, ça prend pas trop de temps, ça prend 30 minutes en vérité, et tout le reste où vous bougez le plus possible. Voilà. L'épisode prend fin, malheureusement, on n'avait pas prévu, mais on a tourné plus de 4 heures avec Vincent. Donc on a décidé de faire 2 épisodes. Un, donc celui-ci, qui était exclusivement sur l'activité physique, et un autre qui sortira la semaine prochaine sur le sommeil, l'alimentation et également tous les éléments toxiques qui peuvent nuire à notre santé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, mettez en commentaire vos questions. Vincent vous répondra, il sera présent aussi dans les commentaires. N'hésitez pas à donner vos retours et à vous abonner, que ce soit sur Instagram, sur Spotify et sur toutes les différentes sortes de streaming. Donc je vous dis merci encore pour votre attention et à très vite pour un nouveau podcast.